Fait que cette semaine au podcast, le parcours de Tony Yadeluka, l'entraîneur-chef des Phoenix, du Collège André Grasset au niveau collégial. Le troisième Yadeluka qu'on reçoit, déjà. Le troisième Yadeluka qu'on reçoit. De quoi qu'on a parlé? On a parlé de sa carrière de coach qui a commencé au Cougar de Saint-Léonard. Il a passé... de toute sa carrière, il a passé la majorité de sa carrière au Cougar de Saint-Léonard, où il y a eu relativement quand même pas mal beaucoup de succès. Là. Un petit peu. Il a gagné 8 championnats juniors de suite, ce qui est... Sur 10 ans. Sur 10 ans, ce qui est pas négligeable. On a parlé aussi de sa transition de Saint-Léonard, où il y avait beaucoup de responsabilités autres que head coach, au Collège André Grasset, où il est depuis un peu plus de 10 ans, je crois. À ce titre d'entraîneur-chef au Collège André Grasset, il a eu un parcours relativement quand même remarquable. Il est passé de la Division 3. Il a commencé en Division 3, il est monté jusqu'à la Division 1, puis il a gagné un bol d'or dans toutes les divisions. Donc, c'est peut-être le seul, en fait, c'est ça qui dit. J'adore son succès, I guess. Ouais. C'est un gros défi d'arriver dans tu sais, pas juste de gagner, là, d'avoir un plan à long terme de montée de division. On en parle surtout avec le recrutement, là, c'est pas évident, mais il l'a fait. Fait que ça se fait. Ouais. Ça ressemble pas mal à ça, hein? Un gars, on comprend pourquoi il a tant de succès. Quand on l'a écouté, c'est ça qu'on s'est dit après. En tout cas, moi, j'ai compris ben des affaires. Je suis bien d'accord avec toi. On commence l'épisode comme ça. Yes. Pour mettre en contexte aussi. Vas-y. C'est début du mois d'août. Fait que là, si tu l'écoutes puis il n'y a pas de saison puis on n'en parle pas, c'est pour ça. Donc, ça a été enregistré début du mois d'août. À ce moment-là, on était encore en attente de savoir s'il y avait une saison ou non. C'est ça. Fait que c'est ça, les amis. C'est parti. Bon podcast. Fait que là, il est en train de me dire que moi, je peux aller voir RDS puis leur dire le seul foot qui va jouer au Québec, le meilleur foot qui va se jouer, c'est du cadet. Peut-être. Puis s'ils veulent passer du foot, c'est ça qui est ça. Je pense pas qu'ils vont passer du foot, là. Ils préfèrent passer du mini-pot. Non, c'est ça. Ou des vieilles games des Alouettes, là. C'est ça. Ça, ben, écoutez, les Canadiens, ils avaient une fiche parfaite avant les playoffs. Ils étaient quoi, 45 et 10 à ce moment? Ouais. Ils voulaient jouer à toutes les vieilles games qu'ils gagnaient. C'est ça. Ouais. Fait que là, vous avez... Tu peux dire toi, pour ça. Ben, j'allais dire vous en tant qu'équipe, Ouais. en tant qu'équipe du Phoenix, mais toi et ton équipe, vous avez recommencé à pratiquer ou pas du tout? Nous autres, on fait des lights présentement 2 fois semaine. Là. OK. On fait un peu d'installation, on fait de l'individuel, on fait du pacha. Le reste, je me suis dit, tant aussi longtemps qu'on ne sait pas, qu'on commence, les mettre en casque en épaulette, non. Je suis supposé de commencer à les habiller la semaine prochaine, en me disant que si le 24 nous donne le go, on leur donne 3 semaines pour jouer. Donc, puisqu'on ne peut pas jouer avant le 11 septembre, là, c'est décidé. Donc, d'habitude, c'est un camp de 3 semaines. Donc, déjà, on va être en avance. Là, Puis, les joueurs, tu l'as dit, là, vous n'avez pas commencé à pratiquer, ben pas full go tant qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Mais les joueurs, comment ils réagissent à ça un peu? Sont-ils optimistes? Là, on est au-dessus tapé ou? Ouais. Oh, excuse. Ouais, ben, depuis 10 secondes, là, mais... Okay. Dans le fond, les joueurs, ils attendent des nouvelles. Ils sont un peu déçus, mais comme ils savent qu'on a un camp de 3 semaines, la semaine prochaine, on va commencer à donner l'équipement en préparation pour commencer le 24. OK. Ouais. Ben non, c'est pas... c'est du jamais vu, là. On s'entend, là. Il n'y a rien de comparable. Écoute, c'est depuis le mois de mars qu'à tous les jours, on se pose la même question, là. Est-ce qu'on va jouer ou est-ce qu'on ne jouera pas? Puis ça devient, honnêtement, c'est plus l'attente qui est longue que d'autres choses. Donc, à chaque mois ou à chaque semaine, OK, une autre semaine, on va le savoir. Là, j'imagine que maximum une autre dizaine de jours, on va le savoir. Là, on peut commencer le compte à rebours. Donc, à partir de là, on va savoir. Ouais. OK. On va parler de toi avant de parler ou du moins, peut-être on en reparlera tantôt de tout ce contexte-là. On n'aura pas bien le choix, là, mais en gros, comment tu as commencé à coacher? Ça a été quoi tes premiers contacts avec le foot en tant qu'entraîneur? Dans le fond, moi, j'ai joué pour les Cougars de Saint-Léonard dans le junior. Et en 90, c'était ma dernière année junior. Et le midget pratiquait à 6h30. Nous autres, on pratiquait à 8h. Je jouais avec le junior. Donc, je coachais le midget. Puis après, je jouais. Puis l'année après, ma carrière était finie.
Donc, j'ai commencé à coacher dans le fond l'année après il y avait besoin d'un coach de ligne offensive aux juniors, puis c'était un nouveau entraîneur-chef. Donc, cette année-là, je faisais les deux. Donc, c'est une chose que je ne referais pas souvent dans ma vie parce que c'est une bonne pratique à 6h30, tu arrives à ta pratique après, toute de bonne humeur. Puis si tu as une mauvaise pratique à 6h30, c'est ceux de 8h qui payent pour. Là. Donc, ça a été une année quand même spéciale, j'ai trouvé. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, j'ai continué avec le junior en 91. En 92, je connaissais dans le fond Jacques Dussault. Jacques Dussault m'a invité avec lui à aller avec la machine de Montréal. Donc, je suis parti au mois de janvier avec eux autres. Puis Jacques a écrit son livre il y a pas longtemps. Puis une anecdote de cette année-là, c'est qu'il m'avait demandé à ce moment, il voulait séparer les tight ends des receveurs. Puis il dit, est-ce que tu serais prêt à prendre des tight ends? Puis là, j'étais intimidé. Puis j'ai dit non. Là, tu sais. Je dis non, je vais continuer à faire qu'est-ce que je fais. Là, je veux pas prendre ça. Mais puis justement... Encore, il me l'a mentionné quand on s'est rencontrés il y a pas longtemps. Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé le début. Là. Justement, aux machines, c'était quoi ton rôle comme entraîneur? Dans le fond, avec la machine, j'étais un assistant offensif. Okay. C'est moi qui chartait, dans le fond, qui chartait les jeux, qui faisait les scripts, qui prenait les stats, les pourcentages de pass short, les pourcentages de one-on-one, tout le reste. Donc, à travers tout ça, je dis, à part Jacques Dussault, c'était tous des Américains. Donc, à la fin de ma journée de statistiques et tout ça, là, je lançais dans le playbook. Et il y a des termes dans le temps que nous autres, c'était un blitz, eux autres, c'était un dog, par exemple. Puis, tu sais, dog. Puis ça m'a pris comme 2 jours pour réaliser que c'était juste un blitz, là, mais que ça venait du DB que du linebacker. Mais tu sais, tu connais pas grand monde, donc tu veux pas poser trop de questions, tu veux pas les déranger. Mais à la longue, c'est comme ça que c'est arrivé. Puis là, encore, moi, je sais un peu c'est quoi la machine de Montréal, là, mais pour des jeunes là, qui n'ont pas eu connaissance, c'était quoi exactement cette équipe-là? Dans le fond, la machine de Montréal, c'était le World League. Il y avait une équipe au Canada qui était à Montréal. Ensuite, il y avait des équipes aux États-Unis. Et ensuite, les restes des équipes venaient de l'Europe. Donc, il y avait un champion, des 2 champions se rencontraient à ce qu'ils appelaient le World Bowl. Et c'était une filiale, dans le fond, de la NFL. Okay. Dans le fond, les NFL envoyaient leurs joueurs en développement puis en sous équipes de pratique pour évaluer. Puis ça permettait à ces joueurs-là d'avoir la chance ensuite de signer un contrat dans la NFL. Fait que c'est les mêmes règles que la NFL. C'est exactement les mêmes règles que la NFL. Et dans ce temps-là, à Montréal, les Alouettes n'existaient plus. Donc, c'est un peu qu'est-ce qu'ils ont rempli. Ils ont remplacé la NFL. La CFL, excusez. Ouais. Puis là, mettons, technicalité, parce que je suis vraiment curieux, là, c'est un terrain NFL? C'est un terrain NFL, c'est exactement... C'était où à Montréal, le terrain? Au Stade olympique. C'était au Stade olympique. On jouait au Stade olympique. Okay. On pratiquait au Stade olympique, sur le terrain en gazon à côté, là. Puis on jouait au Stade olympique. Puis il lignait le terrain pour... Dans le fond, il était ligné juste pour ça. Il n'y avait pas d'autres footballeurs. Ouais, non, c'est ça. Ah, c'est cool. Puis le règlement, c'est que tu étais supposé avoir 3 Canadiens. Donc Chris Flynn a joué dans cette équipe-là, Anthony Charles. Donc c'est ça. Troisième, je m'en souviens plus c'était qui, là. Puis du Machine de Montréal, après, c'était quoi la prochaine équipe? Prochaine étape, j'ai continué. Ensuite, je suis devenu coordinateur offensif au Cougar de Saint-Léonard junior. J'ai fait 2 années là. En 94, on a gagné le championnat du Québec. Et Jacques, cette année-là, notre coordinateur défensif durant l'année avait démissionné. Donc, j'avais convaincu Jacques de venir finir la saison comme coordinateur défensif avec nous autres. Il y avait Danny Machocha dans le staff aussi avec moi. On a battu le Québec, puis on était la première équipe, dans le fond, du Québec à battre l'Ontario pour aller à un championnat canadien. Okay. On a ensuite mangé une volée contre Saskatchewan, mais une vraie de vraie, là. Je pense 56-0 ou quelque chose de même. Ah ouais? La pire? On n'était pas du tout, là. Ouais, c'était comme comment qu'on va faire pour minimiser le score quand on regardait des vidéos. Il faut comprendre que dans le reste du Canada, il n'y a pas de collégial. Donc, qu'est-ce que les jeunes font, c'est qu'après leur secondaire, ils s'en vont tous jouer junior pendant 2-3 ans, puis ensuite, ils s'en vont à l'universitaire. Donc, c'était un peu différent de ce qu'on avait dans le temps. Il y avait comme 6 ou 7 équipes juniors au Québec. Et il y avait le collégial aussi. Donc, le talent était très dilué comparé aux autres provinces. Donc, en 2002, j'ai fait ça. Ensuite, à partir de 2005, j'ai embarqué sur le midget. Excuse-moi,
Non, excuse-moi, je reviens en arrière. Excuse-moi, c'est 94. À partir de 95, j'ai commencé à coacher du midget. OK. Jusqu'en 99 avec le midget. Puis à 99, là, j'ai pris l'équipe junior. OK. 99, qui là, elle était la seule équipe au Québec qui jouait pour un championnat canadien, puis on jouait en Ontario. OK. OK, j'ai fait 10 ans là. Ça, c'était quand même des belles expériences parce qu'on partait le vendredi, on couchait dans... Il n'y avait pas le match le plus proche, était à 6 à 8 heures de route. Donc, c'était partir le vendredi, préparer les repas, booker les restaurants, coucher à l'hôtel, rester debout presque toute la nuit pour être sûr que tout le monde reste dans leur chambre. Ouais, non, c'est ça. Jouer le match le lendemain. Souvent, c'était en après-midi, des fois, c'était le soir. On jouait le match, puis dans le fond, c'est comme une équipe junior au hockey. Là. On passait bien nos fins de semaine dans les autobus. Mais maintenant, on avait juste une équipe au Québec. Donc, ça nous permettait de recruter vraiment partout à travers le Québec. J'allais chercher des joueurs en Beauce, à Sherbrooke, un peu partout. Puis qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'ensuite, on leur trouvait des appartements, on leur trouvait des emplois. Puis j'ai fait 10 ans à faire ça. C'est fou, ça. Ça devait être vraiment le fun. Tu t'en vas à Québec une journée, là, c'est toute ta fin de semaine. Là, là, tu t'en vas à Windsor, qui est 12 heures de route. Là. On partait le jeudi soir, dans la nuit, on pratiquait. On partait le jeudi. Après la pratique, on arrivait le vendredi midi. Là, tu as le lunch à préparer. Là, le soir, souper d'équipe. Le lendemain matin, samedi après-midi, souvent tu joues. Donc, tu pars de là à 5h, 6h, le temps qu'il faut que tu les refasses manger. Tu repasses un autre 12 heures de route. Donc, tu arrives ici le dimanche matin à 6h, 7h du matin. Là, puis, on va se le dire, là, on voyageait en autobus. 50 gars dans un autobus, c'est pas que tu es confortable à bien dormir. C'est ça, là, exact. Là. Comme coach. Surtout après une game de foot, là, je me souviens. Puis même avant, mais comme coach aussi, là, le soir à 11h, il faut quand même que tu fasses tes couvre-feux, il faut que tu t'assures. C'est quand même des gars de 18 à 22 ans. Là. C'est ça. C'est ça que j'allais te demander. Là, ça, c'est junior. Ouais. Tu sais, les équipes collégiales sont appuyées par un cégep. Le scolaire est appuyé par une bonne organisation. Comment ça marche pour... juste la logistique pour aller jouer, comme, tu sais, transport, c'est... Dans le fond, nos frais étaient minimes. Je pense que les joueurs payaient 300 $, leurs hôtels étaient payés. Là. On allait chercher des commanditaires, on avait un bingo, on avait la communauté autour de nous autres. Puis les coureurs de Saint-Honor, ça va quand même d'Atome à junior, donc on avait vraiment tout le monde autour de nous autres. Donc, dans le fond, c'est là que l'argent venait, puis j'étais impliqué dans le financement, dans les commanditaires et tout le reste. Donc, disons que c'était vraiment un job, du bénévolat, mais qui prenait beaucoup de temps dans ma journée. Puis là, l'autre chose, c'est que moi, dans la vie, tous les jours, je fais pas juste du football. J'ai 3 garderies avec mon frère Marco. Donc, le lundi matin, quand tu n'as pas dormi de la fin de semaine, presque. Là, les enfants rentrent en criant. C'est pas seulement les enfants, c'est que tu n'as pas l'énergie pour continuer. Le dimanche, tu arrives chez vous après avoir passé 40 heures pour la maison, tes enfants ils ont une game de soccer, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, t'as pas l'énergie non plus pour le faire. On a gagné quand même 8 championnats, on a perdu un championnat national par 2 points avec Stéphane Larizolaire comme corps arrière, qui ensuite est allé à Laval puis à Montréal. Donc ça a été quand même un 10 ans qui était super le fun. Qu'est-ce qui était le fun, puis les gars en parlent encore aujourd'hui, c'est qu'on avait des gars de North Shore, on avait des gars de Laval, on avait des gars de Sherbrooke, on avait des gars de Beauce. Puis il y avait des anglophones, des francophones, des haïtiens. On avait toutes les nationalités. Là. Puis là, on allait en Ontario, puis on était appelés des Frogs, des Frenchmen, ou des Pizza Boys. Là, puis il y a des gars là-dedans qui... Donc, c'était vraiment une expérience spéciale. Puis, les voyages, ça unit vraiment les gars. Là, donc, puis là, on a essayé aussi qu'il y ait du social et qu'il y ait du fun. Donc, c'est pour ça que souvent, le vendredi, on jouait samedi soir, je leur laissais du lousse. On a quand même eu une fiche exceptionnelle. On a gagné 35 games de suite. Donc, tu sais, quand tu sais que le genre d'équipe que tu as, tu peux dire, OK, à ce soir, le couvre-feu est à minuit ou à 1h. Tu sais, c'est des gars de 21, 22 ans aussi. Là, donc, ils ont de l'énergie à dépenser. Des fois, j'étais tanné de passer ma nuit dans l'hôtel à check à courir après. Donc, je leur disais juste sortir puis revenir. Puis, en Ontario, les clubs ferment à 1h. Donc, j'étais safe rendu à ça là. Donc, c'était une super exemple. Puis, le gagnant ensuite de cette conférence-là,
jouais dans un championnat canadien. Donc, on était allé à Vancouver, à Conarginson. On était allé à Saskatchewan, on était allé à Edmonton, on était allé à Winnipeg. Donc, c'est sûr que Saskatoon, c'est vraiment la puissance au football junior canadien. Eux autres, ils ont des installations incroyables, ils ont des coachs à temps plein. C'est l'équipe de la ville. Et souvent, toutes ces équipes-là juniors dans l'Ouest canadien, le moitié-moitié des équipes de la CFL va aux équipes juniors. Donc, ils sont financés à travers les moitiés-moitiés. Et dans l'Ouest canadien, ici, ça se fait pas, puis ça se faisait pas non plus avant. Dans l'Ouest canadien, beaucoup d'équipes de la CFL vont mettre des joueurs dans le fond de pratique à les faire jouer junior pour les ramener après. Parce que le règlement CFL, c'est que le gars qui joue junior appartient à son équipe locale. Ah ouais? Oui. Donc, dans le temps, nous, on avait toujours 3-4 gars qui faisaient le camp des Alouettes. C'est sûr que c'était le camp des recrues puis tout le reste. Mais c'est gros là-bas. Là. Mais là, encore là, parce que, tu sais, on veut pas la réalité, le football au Québec, c'est des fois le civil, il est comme, tu sais, c'est comme deux mondes. Là. Fait que moi, je le connais pas tant, le monde. Cette équipe-là, elle existe encore? Non. C'est ça, elle n'existe plus, là. Moi, dans le fond, je suis parti en 2008. En 2009, je suis allé à Grasset. Puis je pense qu'elle a fermé en 2012, je me trompe pas. Sais-tu pourquoi? Je pense que moi, je suis parti, Marco est parti, il y a bien des coachs qui ont mettait bien du temps là-dedans, qui sont partis. Il y a eu un nouveau coaching staff. On était aussi impliqués pas mal dans l'organisation, dans le financement, tout le reste. Il y avait un permis de bingo. Le permis de bingo a changé avec les affaires du Québec, tout le reste. Puis c'est là que la Ligue junior du Québec est revenue, là, mais la Ligue d'équipe centrale, non. C'est ça, mais je veux dire, c'est gros, là. En plus, la seule équipe au Québec à jouer là-bas. Comment en Ontario, il était-tu content de vous avoir ou à quelque part, c'était plate? Je pense qu'il était content de nous avoir au début, mais après ça, quand on a gagné 8 de suite, c'était comme... On a gagné 8 de suite. Je n'ai pas gagné ma première année, j'ai pas gagné ma dernière, j'ai gagné les 8 hontes. Ouais. Après ça, je pense que ça devenait peut-être fatigant pour eux. Mais honnêtement, c'est vraiment une expérience spéciale. Quand tu vas chercher des gars de Sherbrooke, de Beauce, puis tu les emmènes à Saint-Léonard, on va se le dire, là, c'est un choc culturel pour eux autres. Puis là, j'imagine, oui. Puis tout le travail, il y a des fois que ma femme me disait, mais tu ferais même pas ça pour tes propres enfants. Il faut que tu leur trouves une job. Souvent, le matin, tu vas les ramasser pour être sûr qu'ils vont travailler, donc tu es reconduit au travail. Parce que s'ils travaillent pas, ils peuvent pas payer leur loyer. À travers les gens que je connaissais, tout le reste, à chaque année, chaque fois que quelqu'un avait un frigidaire à jeter ou as-tu besoin d'un frigidaire, t'as besoin d'une table, puis là, on entreposait ça jusqu'au mois de juillet pour que quand les gars arrivaient, c'était rendu ça, là. Wow, puis, comme entraîneur, là, le temps que tu as passé à Saint-Léonard, quel rôle tu as eu, si tu as eu plusieurs rôles ou pas? J'étais entraîneur-chef. Tout le long? À partir de la première année que je suis allé au Cougar, dans le fond, j'ai fait O-line, j'ai fait coordinateur offensif. Après, je suis devenu... Quand Marco a commencé à coacher, Marco est devenu coordinateur offensif, donc j'ai changé de bord du ballon. Okay. Ensuite, un de mes assistants qui avait bien d'expérience, il est devenu coordinateur offensif, j'ai pris les unités spéciales. En fond, je les ai pas mal faites. Ce côté position, plus O-line ou D-line. Ouais. Je suis pas un gars de skills du tout. Ouais. Mais à partir de 99 à 2008, j'étais entraîneur-chef, puis au midget de 95 à 99. OK. Puis, en fond, aussi, l'autre chose dans ce temps-là, avec le junior, les carabins n'existaient pas. Donc, il y avait beaucoup de francophones qui, après leur cégep, n'avaient pas de place pour aller jouer. Donc, ils s'en venaient jouer souvent au Cougar pour finir leur carrière. Ah, c'est cool. Moi, j'ai l'image, quand j'étais au secondaire, d'une game. Je pense que c'était cette équipe-là, là, ça s'est défini en espèce de bataille dans les estrades. Ça, c'est 2 ans après que je suis parti. OK. Dans mon temps, on ne jouait pas les matchs de série sur la route. OK. Ça, je sais pas si c'est l'année après ou 2 ans après. L'image que tu dis, là, elle jouait à ESPN aussi. Là. Okay. C'était Hamilton contre les Cougars, tout ça, le bataille des estrades avec les casques. Ça avait fini là aussi. Ça avait fini là, puis je pense que l'année après, ils sont morts. C'est ça, OK. Ça a été la fin de ce coach-là, ils ont pris une autre année, puis ça a été la fin de ça. Là. Donc, ça devait être à peu près 2011-2012, je pense. Ouais. Parce que moi, je suis arrivé à Grasset en 2009. Là. OK. Aïe. Puis, justement, la transition des Cougars à Grasset, comment ça s'est fait?
C'était, dans le fond, en novembre 98. Parce que, dans le fond, parce que je coachais junior, tu sais, sur toutes les Team Québec, Team Canada, le junior avait toujours une place sur ces équipes-là parce qu'on était considérés, en cause du reste du Canada, au même niveau que l'université. Donc, à travers tout ça, j'ai quand même coaché à Team Québec, Team Canada. J'ai rencontré plusieurs coachs universitaires qui sont restés des amis. Et il y avait un docteur d'équipe de Team Canada que lui était le docteur d'équipe à Grasset. Et qui est devenu mon docteur personnel après ça. Là. Quand tu connais des docteurs, tu essaies de rester proche avec. Tu as toujours besoin. Puis en 98, j'avais décidé que c'était ma dernière année au Cougar, que finalement j'arrêtais, que je passerais du temps avec mes enfants, puis ci, puis ça. Et ça a duré environ 2 mois. Puis là, mon docteur m'appelle, il dit, il y a le poste qui rouvre à Grasset, pourquoi c'est pas? Je dis, docteur, je dis, j'ai juste besoin d'un break, c'est du temps. Il dit, non, mais tu sais, la collégiale, t'as pas besoin de financer, t'as pas besoin de leur trouver des appartements, t'as besoin de faire tout le reste que tu fais, c'est plus facile, tout ça. J'ai écouté, je dis, honnêtement, j'ai vraiment. Il dit, non, mais tu sais, tu peux au moins envoyer ton CV. J'ai écouté, je vais envoyer mon CV là, pour faire plaisir, là. Puis j'ai dit, on verra après. J'ai envoyé mon CV, je suis allé à l'entrevue à Grasset. Puis dans le fond, mon image de Grasset en arrivant, même aller à Grasset, c'est que okay, c'est un Division 3, c'est pas du gros calibre de football, ça me tente-tu vraiment de faire ça? Ou, à travers les années, j'étais plus Division 1, puisqu'au Cougar, on allait chercher des gars de Vanier, de vieux, donc le calibre de jeu était différent. Finalement, j'ai accepté le poste à Grasset, ils m'ont convaincu de prendre le poste à Grasset. C'est sûr que ma première pratique à Grasset, quand tu commences à t'aimer des 40 puis t'habitues au 4-4 puis au 4-5, ouais, c'est vraiment, je venais de faire le tour du monde. Là. C'est un autre choc culturel, C'est un autre choc culturel, mais l'autre choc culturel, c'est qu'au Cougar, il fallait que tu rentres dans le vestiaire à 8 h puis tu leur dis « Let's go, le gars, la pratique commence. » Ouais, c'est ça. Comparativement qu'à Grasset, j'arrivais là puis tout le monde m'attendait. Là, c'était comme « OK, on vient vraiment de faire le tour du monde là, en 24 heures. » Puis j'avais Marco avec moi, puis j'avais emmené mes coachs des Cougars qui m'avaient suivi. Donc, super belle expérience. Je pense que les joueurs aussi, au début, puis nous l'ont dit après, qu'il y avait peur. C'est des gars du civil qui s'en venaient, puis eux autres, il y avait des images que on a des coachs qui crient, puis qui vont leur faire des nutcrackers, puis que c'est pas ça l'image que je pense qu'on est du tout. Donc, je suis arrivé là en Division 3 cette année-là. J'ai été nommé au mois de février. Aucun recrutement. Rendu au mois de février, tout le monde a pris sa décision. On a commencé la saison avec 38 joueurs. Puis, donc, on a passé à travers la saison. On a quand même fini, je pense, 5-4. On a perdu en demi-finale contre Limoilou à Limoilou. Par 3 points, on menait, puis on a manqué de gaz à la fin, puis on comptait, je pense, avec 2 minutes pour gagner le match. On s'est fait arrêter sur un quarterback sneak, puis on a repris le ballon, puis on comptait. Donc, à partir de là, on a perdu la demi-finale, puis c'est là que j'ai commencé à recruter, aller dans des écoles privées, recruter. Et ça, dans le fond, c'était la dernière année de Laurent. Et dans le fond, c'est la seule année que j'ai coaché Laurent. Puis comme on avait juste 38 joueurs, on sait tous que c'est les joueurs de ligne qu'on a le moins. Là. Ouais, c'est ça. Donc, Laurent, cette année-là, a joué les deux. Ouais. Puis à la fin de la saison, quand on a fait le bilan individuel, j'ai dit, Laurent, t'es un bien meilleur O-line que D-line. Là. J'ai dit, je sais qu'on veut tous que les D-line aiment les stats. Là. Ouais, exact. Mais je dis, dans le futur, si tu veux continuer à jouer au foot, tu devrais penser à devenir un O-line, tout le reste. C'est sûr qu'il n'était pas pour l'idée, mais de toute façon, après, il a décidé à la McGill, donc le football, c'était pas dans ses priorités au début. La deuxième année, on a gagné le bol d'or en Division 3. L'année après, on a gagné un autre bol d'or en Division 3. Donc là, on a monté en Division 2. Notre première année en Division 2, on a gagné le bol d'or encore. Et là, c'est à partir de là qu'on a commencé à parler de la Division 1, tout le reste. C'est sûr que dans ce temps-là, c'était les risques des commotions, puis ça faisait les médias partout, les commotions. La direction, elle avait des cauchemars des années quand Grasset a joué au 3A. Là. Je pense qu'ils ont gagné un match en 30 ans. Là. En 30 sur 30, là, puis c'était pas des beaux scores. Puis là, ils nous disaient, ben non, là, on a gagné. Pourquoi qu'on doit changer? Grasset n'avait jamais gagné un bol d'or, peu importe la division. Là. Donc, même de 3 à 2, ça a été une petite affaire, mais de 2 à 1, ça a été la grosse chicane même. Là. Mais j'avais une directrice des affaires étudiantes qui croyait vraiment en moi. Puis elle m'a dit, Tony, si toi tu crois, je vais continuer à pousser avec toi. Je vais rencontrer le conseil d'administration. Puis finalement, ça a été accepté. Là. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment parti de là. Puis il fallait que je leur prouve, dans le fond, qu'il y avait un paquet de joueurs qui sortaient des écoles secondaires privées
qui, dans le fond, voulaient jouer en Division 1, qu'on ne pouvait pas recruter les bons joueurs de Notre-Dame, on ne pouvait pas recruter les bons joueurs de Jean-Eudes parce qu'ils voulaient jouer en Division 1. Puis souvent, quand je rencontrais ces joueurs-là, ils me disaient « Coach, j'adore votre programme, mais je veux jouer en Division 1 ». Puis à ce point-là, j'y comprenais parce que c'est comme je leur dis, j'avais presque envie de leur dire je te comprends, moi aussi je veux coacher en Division 1. Je peux pas leur dire, mais c'est ça, ouais. Donc, tu sais, puis il y a des gros joueurs qu'on a recrutés dans le temps, puis oui, c'est parfait, c'est le fun, c'est bien qu'est-ce que vous faites, puis dans le fond, j'ai amené pas mal, dans le fond, qu'est-ce que j'étais habitué de faire au Cougar. Donc, dans le fond, on est nourri avant chaque match. Quand on joue à Québec, on couche à l'hôtel. On fait qu'est-ce que j'ai appris des Cougars? Pour moi, dans le fond, j'ai continué à faire à Grasset. Quand on joue à Québec, on part le vendredi à 1h. On pratique sur un terrain à Québec. On soupe au restaurant. On couche à l'hôtel. On les fait déjeuner. On fait un repas d'équipe avant le match. Puis on les fait souper après. Donc, c'est comme... Okay, ouais. Je suis convaincu que l'école, c'est plus facile quand tu as l'école derrière toi. Là. Ouais. Donc, plus... Il y a beaucoup de commanditaires que je connaissais à Saint-Léonard. J'ai quand même 3 entreprises donc, que j'ai emmenées avec mon Cougar. À Grasset, excusez. Donc, cet argent-là, c'est fait que je vais chercher pour vraiment toutes les activités spéciales de plus qu'on fait pour les joueurs. Là. Donc, c'est comme ça, de 3 à 2 à 1 qu'on s'est rendu. Notre première année en Division 1, je me souviendrai toujours, la cédule sort, puis le premier match est contre le Vieux-Montréal. Ouais. Là, tu passes une été à dire... par combien qu'on va perdre ce match-là. Non, c'est ça, exact. On va se faire planter, on va se faire détruire. Il aurait pu attendre un peu, tu sais. Ouais. Puis, nous donner ça comme match d'ouverture. Puis, premier match, on arrive à mi-temps, puis on mène. Puis là, tu commences à dire, on a peut-être une chance. Là. Parce qu'en bout de ligne, on a perdu le match par 5 points. On s'est fait arrêter premier début de la ligne de 5. Puis, on a perdu le match par 5 points. On a quand même eu une bonne saison. On a fini 5-4. Donc, je pense que c'est super bien. On était contents de notre affaire. En cause de cette saison-là, puis je pense que l'année qu'on a monté en Division 1, on va le dire, là, les joueurs exceptionnels qui sortaient du niveau juvénile, c'était François Rochelot, c'était Bruno Lagacé. Donc, c'était les 2 MVP de juvénile dans ce temps-là, puis les 2 sont venus à Grasset. De Cure-Antoine Labelle, MVP offensif, Samuel Makwanda, Axel, des gars qui sont venus aussi où les parents étaient prêts à investir pour l'école, puis le suivi académique que je leur offrais, puis tout ça. Donc, à partir de là, notre recrutement a explosé. Là, quand tu vas 5-4 à ta première année en Division 1, la deuxième année, on a joué au Bol d'Or. On a perdu le Bol d'Or contre CNDF, qui était vraiment toute une équipe. Mais on avait quand même un bon corps arrière, on avait des receveurs exceptionnels. Et c'est là que la troisième année, c'est l'année que Jonathan Sénécal sortait du secondaire. Quand Jonathan est arrivé chez nous, on avait Pierre-Olivier Potvin qui s'en venait à sa troisième année, qui venait nous emmener au Bol d'Or. Donc, c'était un peu plus dur de convaincre Jonathan, mais il est venu quand même. Puis, rendu au mois de mars, Pierre-Olivier a décidé que lui, il voulait faire une technique policière au lieu de continuer. Donc, il a transféré de cégep, puis ça a ouvert les portes à Jonathan. Et première année, on est avec Jonathan, on est 8-1. On a perdu en demi-finale contre Vanier, qui a toujours été une genre de bête noire pour nous. Et l'année après, finalement, on a gagné notre Bol d'Or. Man. Si on recule un peu, oui. T'arrives à Grasset, oui. En Division 3, il y a 38 joueurs dans l'équipe. L'année suivante, tu gagnes le Bol d'Or. Comment? Dans le fond, moi, je pense que j'ai changé un peu l'approche de bien du monde parce qu'avant, au collégial, c'est comme viens, on pratique. Viens, on pratique, viens t'essayer. Okay, moi, quand je suis arrivé là, je me suis dit, si on fait ça, c'est sûr que quelqu'un qui vient à notre pratique, c'est pas comme ça que je vais l'attirer. Donc, moi, ma façon de recruter à partir de là, c'était aller à des matchs. Dans ce temps-là, on peut parler à des joueurs, des parents. C'est prendre leurs coordonnées, ensuite les rencontrer, passer 2 heures avec eux, apprendre à me faire connaître quel genre de personne que je suis, c'est quoi mon approche, je suis un père de famille, tout le reste, c'est quoi que je vais faire académiquement. J'ai accès aux notes de tous mes joueurs à tous les semaines. S'ils n'ont pas remis un travail, je sais. J'ai une super belle relation avec les professeurs dans l'école. Donc, côté succès académique, on est quand même très haut, puis ça va très bien. Puis je pense que l'encadrement puis la confiance que je pouvais donner envers le parent, ça a fait qu'il y a beaucoup de joueurs cette année-là qui ont commencé à venir, puis ça continue après. Puis je pense que le fait que nous... mon approche a toujours été, on est en Division 3, il faut travailler plus fort que tout le monde d'autre. Il faut aller chercher des joueurs il y en a qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas recruté.
Donc, on leur donnait une attention spéciale. On a réussi à aller chercher des joueurs que, par exemple, Benoît Marion, qui là était un choix des repêchages des Alouettes. Benoît Marion arrêtait de jouer au football. Benoît Marion voulait aller jouer au hockey. Il avait joué junior 3A l'année avant. Il voulait se réessayer pour le junior majeur. Puis là, j'ai rencontré Benoît Marion. Puis dans ce temps-là, on pouvait aller encore au restaurant. On était au Scores à la Chine. Puis on a passé 2 ans en disant, Benoît, tu as le shape pour devenir un athlète professionnel au football. Fais-moi confiance, tu es capable. Puis là, c'est le convaincre de lâcher le hockey pour s'en venir au football. J'ai été un des premiers textes que j'ai eu quand il s'est fait repêcher, là, puis j'avais sauté bonne chance, puis il m'a dit, je me souviens encore de notre lunch aux Scores, finalement tu m'as convaincu, puis tout le reste. Donc c'est vraiment mon approche avec, moi, avant de recruter le jeune, c'est aussi le parent, là. Donc c'est vraiment l'approche que j'ai eue. Puis comme j'ai des parents qui m'ont dit, des jeunes qui n'avaient jamais été au privé, quand je suis venu à Grasset, il y a des parents qui me disaient, mais pourquoi tu payes cet argent-là? Puis après, 2 ans après, ils m'appellent, bah, t'as bien fait de le payer. Moi, mon gars, il peut à l'école ou quoi que ce soit. Je pense que c'est le suivi ou l'approche humaine, je pense. Puis comment j'aime mes joueurs, puis je pense que ça se démontre quand je rencontre un parent, quand je rencontre un joueur, puis que ce soit des joueurs de junior. J'ai un tournoi de hockey avec mon garçon à Sherbrooke, puis là, j'ai un joueur qui coach. Je me retourne de bord, c'est un de mes anciens joueurs au Cougar qui est rendu ambulancier à Sherbrooke, puis qu'il habitait à Sherbrooke dans le temps, puis que je l'avais emmené à Sherbrooke. Donc, c'est toutes les expériences, puis les liens que je garde, je vais toujours... Je pense que c'est ma relation avec les joueurs que je parle constamment avec, puis je pense que maintenant, que ce soit le programme secondaire, ou un programme collégial, ou un programme universitaire, dans pas mal toutes les équipes, il y a des gars que j'ai coachés, là. C'est fou. À quel moment tu te dis OK, on s'en va en Division 1? Mais attends, est-ce que c'est un plan? Est-ce que toi, quand tu es arrivé à Grasset, tu leur as dit, moi, si... Parce que là, de ce qu'on comprend, c'est que ils t'ont convaincu. Oui. C'était pas toi qui allais appliquer, c'est eux qui t'ont convaincu. Est-ce que toi, tu leur as dit à un moment, moi, mon plan, c'est d'aller là? Moi, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je passe en entrevue, tout ça, puis là, le lendemain, il m'appelle, puis il nous dit, OK, t'as la job. Je dis, écoutez, c'est pas que je la voulais vraiment, là, j'étais ici, tout ça. Puis là, il me dit, OK, mais on peut-tu te rencontrer, puis ci, puis ça. Je dis, OK, on va se rencontrer. Puis honnêtement, je prends le téléphone, puis j'appelle Danny, parce que toute ma vie, j'ai coaché 15 ans au Cougar sans jamais avoir une scène, là, ça nous coûtait de l'argent, bénévolement, puis j'appelle Danny, puis je dis, mais je demande quoi? Tu sais, j'ai aucune idée quoi lui demander. Là. Danny était à Edmonton dans ce temps-là. J'ai aucune idée quoi lui demander. Là, il me dit, ben, ça te prend un budget pour un gérant d'équipement. Ça te prend un budget pour... Demande ça. Je vais aller voir. Tout ce que toi-même, tu faisais au Cougar, là. Qu'est-ce que je faisais au Cougar sans jamais penser. Puis ça te prend, tu sais... Ça me prend 4 gars pour faire la job que moi, je faisais tout seul. À peu près, tu sais, c'est comme... Puis là, je vais aller voir, puis je dis tout ça, puis c'est sûr que j'en demande plus que je pensais que je pourrais avoir, en disant, ils vont me descendre, tu sais, ça me prend un gérant d'équipement de 5 000, ça me prend ci, ça me prend ça. Puis le lendemain, il m'appelle, je rencontre, le lendemain, il m'appelle pas, puis on était rendu vendredi, puis là, toute la fin de semaine, je suis là, j'en ai-tu demandé trop? Là, ça commençait à m'intéresser, puis à me... Puis, tu sais, c'est comme le lundi, il m'appelle, OK, c'est beau, on se rencontre, tout est fait, tout est clarifié, t'as eu tout, qu'est-ce que t'as eu, tout ça. Je dis, OK, on embarque, let's go. Puis je me souviendrai toujours, la semaine après, il y a un banquet des Wildcats, c'était une cabane à sucre, ça arrive nord. Nice. Puis j'arrive là, puis il y a plein de coachs collégiales, puis là, ils me disent, t'étais tanné de gagner, là, tu voulais de l'argent, tu voulais commencer à être payé, donc tu sais que tu gagneras jamais rien à Grasset. Je dis, OK, on va voir. Déjà, en partant, là, ça part comme, OK, let's go, tu sais. Puis, je pars en Division 3. Je pense pas à Division 1 à ce point-là. Tu sais, c'est comme, je pars en Division 3, j'ai 38 joueurs. C'est super bon kid, ça va super bien. Puis là, on gagne. Puis là, l'année après, tu gagnes ton premier bas d'or, tu en gagnes un autre. Là, tu montes en Division 2. En montant en Division 2, encore là, ta première année, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu sais pas comment ça va aller, ça. Puis on gagne un bas d'or notre première année. Donc, ça fait, OK, d'abord, ça va bien. Puis là, tu suis les gars qui sortent de Jean-Eudes, de Notre-Dame, les Mathieu Betts, les Normandins. Puis, tu sais, ils disent clairement, coach, j'adore l'école, j'adore le programme, mais je veux jouer en Division 1. OK, on n'a pas de chance. Tous les bons, tous les blue chips que les secondaires, tu n'as pas de chance. Donc, il faut que tu bâtisses avec le reste en trouver pour essayer de continuer à avancer puis t'en venir vers là. Après notre deuxième année,
en Division 2, où on avait gagné un bol d'or, puis on avait perdu en demi-finale l'année après. C'est là qu'on fait notre demande à RSEQ. Ma directrice d'études, elle met le plan avec moi, on met tout ça. Puis dans le fond, je n'étais même pas à temps plein dans ce temps-là à Gracel, mais dans le fond, je rentrais, je n'étais pas à temps plein, puis jusqu'à dernièrement, je n'étais pas à temps plein. Donc, j'étais à temps plein, mais je n'étais pas payé à temps plein. Ouais, ça, c'est la vie d'un coach. C'est ça. Donc, quand on était accepté en Division 1, tu sais, dans ce temps-là, les protocoles étaient un peu différents, puis je pense que ça nous a plus nuit qu'ils pensaient qu'ils nous aidaient. C'est qu'ils nous ont dit, après notre deuxième saison en Division 2, oui, vous en allez en Division 1, mais on vous donne une année de transition. OK? Cette année-là, notre recrutement a été terrible. Parce que là, les gars... Je comprends pas l'année de transition. Ouais, c'est ça. Dans le fond, qu'est-ce qui arrivait, c'est que dans le fond, on a joué 3 ans en Division 2. OK. Fait que la dernière année, c'est de l'année de transition. Oui. OK, je comprends. Après ta deuxième année, ils nous ont accepté en Division 1. Mais ta dernière année en Division 2, dans le fond, tu amènes des gars pour leur dire que tu vas jouer en Division 1 l'année après. Que c'est confirmé, on s'en va là. On s'en va là. OK. Mais là, ces gars-là, qui sont prêts à jouer en Division 1, veulent pas venir. Ouais. Puis les gars qui sont pas aussi bons, qui savent qu'ils sont pas aussi bons pour jouer en Division 1, ils veulent pas venir non plus. Donc là, t'as une année où tu sais plus qui recruter. Tu essaies d'en emmener, mais c'était vraiment pas une grosse année de recrutement parce que t'es pogné vraiment entre l'air et l'école. Puis c'est là qu'il y a des bons joueurs qui sont sortis ces années-là, là, mais qu'on n'a rien ramassé cette année-là. Puis c'est l'année après, dans le fond, à notre première année, on est chanceux que Rochelot, puis Lagacé, puis tout le reste sont sortis en même temps, sont tous venus. On avait une équipe super jeune, on a joué avec un paquet de recrues, puis on a quand même fini 5-4. Donc, l'autre chose, ça a été bien qu'on a pu les approcher parce que là, il y avait plein de places d'ouvertes aussi. Là. Donc, ces gars-là savaient qu'ils s'en venaient puis qu'il y avait une chance d'être partant tout de suite au lieu d'aller ailleurs puis d'attendre une année ou deux. On avait vraiment des spots d'ouverts parce que notre année de recrutement avait été terrible l'année avant. Donc, c'est arrivé, puis on est allé 5-4, puis à partir de la deuxième année, c'est là qu'ils ont vraiment commencé ça. Là. Wow. Tu as eu du succès là, au Cougar, comme tu l'as dit. Humblement, tu en as gagné 8 de suite. Tu as gagné un bol d'or dans toutes les divisions au collégial. Ouais, c'est vrai. Comment t'expliques ton succès? Honnêtement, je pense que c'est vraiment l'amour que j'ai pour mes joueurs. C'est vraiment ça, là. Dans la vie de tous les jours, puis c'est qu'est-ce qui m'a fait mal le plus dans le confinement, c'est pas de les voir pendant 3, 4 mois, 5 mois, donc je les appelais, puis tout le reste. Moi, je suis le genre de gars qui arrive à mon bureau à Grasset, où j'ai vu dans mon bureau, vous savez, là, j'ai 3 garderies, donc si je passe d'une garderie puis il y a des restants, je dis OK, donne-moi ça, j'emmène ça à Grasset, donc les gars sont dans mon bureau en train de dîner avec moi. C'est qu'est-ce que j'aime, c'est d'être avec eux autres, puis je pense qu'ils ressentent tout ça constamment. Le fait de les suivre à l'école, de les appeler pour, tu sais, t'as pas remis ton travail, oublie pas, t'as le travail à remettre. Je suis comptable de profession, j'ai mon bac en administration, je fais le tutorat en comptabilité, je fais le tutorat en maths. Je les aide le plus que je peux les aider dans tout ce que je fais, puis je fais partie de la gang. Moi, je pense vraiment que c'est eux autres qui me gardent jeune. Je suis rendu à 52 ans, mais quand je vais là, c'est ma passion, puis c'est vraiment eux autres qui me gardent jeune. Parce que côté XNO, je pense que tout le monde peut faire des XNO, donc ma force, c'est d'aller chercher les bons joueurs. Comme Nick Saban disait, c'est pas qu'il est meilleur coach de XNO que l'autre à côté, c'est juste qu'il y a les meilleurs athlètes. Là. Donc, je dis toujours que les meilleurs joueurs font les meilleurs coachs. Est-ce que tu es encore impliqué avec les Cougars? Non. Du tout? Pas du tout. Bon, j'ai mon cousin qui est président de l'organisation. J'ai un garçon qui commence à jouer au midget cette année. Je suis encore là, quoi que ce soit. Je fais encore un chèque de commandite, mais c'est tout. Puis, c'est quand. Ben, j'allais dire, c'est rare encore là, parce que je connais pas tant le monde, là, mais je veux dire, le monde civil, là, c'est quand même pas commun d'un coach civil avec ton parcours qui s'en vient au scolaire. Là. Est-ce que tu penses que. Pas ça a ouvert la porte, là, mais est-ce qu'il y a d'autres coachs, à ta connaissance, qui ont suivi un peu. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que l'image du coach civil, pour de vrai, là, pour beaucoup de monde, c'est le papa. Là, qui. Moi, je pense que ce qui a appris à nous faire découvrir, que ce soit moi ou Marco, c'est le fait que, parce qu'on coachait junior, on était invité au Team Canada, on était invité au Team Québec. OK, donc, dans le temps, le Team Canada, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était au mois de janvier, c'était la semaine avant le Super Bowl, et c'était dans la ville du Super Bowl. Exact.
OK? Dans le stade. Donc, le staff était composé de juste coachs universitaires à travers le Canada. Et comme c'était géré vraiment Team Canada par Football Québec, puis nous autres, on était les seuls représentants juniors au Québec qui faisaient partie de Football Québec, on était toujours les deux coachs qui coachaient dans toutes ces clubs. On est allé à New Orleans en 2001, on est allé à Dallas, on est allé à Atlanta. Donc, puis au début, la Ligue Midget Junior était toujours impliquée là-dedans. Donc, c'est comme ça qu'on s'est fait reconnaître et rencontrer beaucoup de coachs universitaires, puis qui ont vu la façon qu'on coachait, puis tout le reste. C'est l'exemple parfait. Jusqu'en 2008, Marco était avec moi. En 2009, il est venu à Grasset avec moi. Il a fait un an à Grasset. Puis en 2010, il est devenu coordinateur offensif du Rouge et Or. Pourquoi? Parce qu'à travers les années, il avait rencontré Glenn, puis il avait travaillé avec Glenn. Et c'est comme ça que Glenn est allé chercher Marco de la Division 3 à coordinateur offensif. Mais aujourd'hui, ça se fait plus. Là. Le Team Québec, c'est que des coachs universitaires. Ouais. Est-ce que tu penses que ça bloque des gars comme toi qu'on connaît pas? Pour vrai, tu peux plus. Aujourd'hui, tu pourrais pas faire ça? Non, je pourrais pas faire ça, mais le coach du midget qui veut se faire reconnaître peut participer dans les évaluations de Team Québec ou de voir. Ouais. C'est là que les coachs vont se faire. C'est là que, indirectement, quand tu vas là comme coach de même d'unité, quand tu es coach de formation ou tu es coach en général, tu regardes quand même les autres coachs en te disant si jamais j'ai un poste d'ouvert, à qui je l'offrirais. Ouais. Moi, Danny me disait toujours dans le temps qu'il était au Carabin, quand je vais au camp de printemps, je n'évalue pas seulement les joueurs, j'évalue les coachs aussi. En disant, s'il y a un coach de D-line, un job de D-line qui rouvre, à qui je l'offrirais. Donc, c'est un peu la même chose côté nous autres, en tout cas, comment on le fait. Là. Ouais, OK. Ouais, ça fait du sens. Donc, s'il y a un gars qui veut aller plus loin, il peut s'impliquer, il peut le pousser. Même moi-même, j'ai quand même des contacts indirectement avec les Cougars ou quoi que ce soit. À chaque camp de printemps ou quoi que ce soit, s'il y a des gars qui veulent venir, vous pouvez assister partout ou quoi que ce soit. S'ils viennent pas, tu le sais qu'ils veulent pas en faire plus. Là. Donc, le gars qui veut en faire plus, il va se présenter, puis il va venir, puis on est ouvert. Moi je crois pas qu'il y a de secret au football. Là, donc, que ce soit peu importe l'équipe civile ou scolaire qui va m'appeler, puis je vais leur dire, écoutez, vous pouvez venir au camp de printemps, vous venez pratiquer, vous pouvez assister au meeting. C'est pas le caramel dans le barre de chocolat qu'on a inventé. Là, donc, en bout de ligne, c'est des X et O, puis c'est pas mal tout le monde pareil. Là. Ouais. Yo, man, mais c'est ça. En tout cas, je trouve ça vraiment le fun de voir tu sais, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Là. C'est loin d'être ça, là, mais ça me fait penser à Carl Brennan quand on y a parlé, là, qui faisait des choix de vie en fonction du foot. Je pense que toi aussi, ça a été pas mal ça. Là, oui, ça a été pas mal ça. Pour pouvoir continuer à coacher. T'sais. Pour pouvoir continuer à coacher, mais qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que les 3 garderies, je les ai avec Marco. Marco est associé dans chacune des garderies. On est ensemble dans chaque garderie. Puis là, en 2010, en fond, en 2010, on avait juste 2 garderies, pas 3. Mais en 2010, Marco a été offert le poste au Rouge et Or. Puis là, il hésitait, mais je peux pas y aller, qu'est-ce qu'il va avec la garderie? Faut tout que je lâche. Puis là, j'ai dit à Marco, vas-y, moi, je vais faire les garderies. Puis tu sais, vas-y, puis je vais m'occuper. Puis c'est pour ça que j'étais en temps partiel à Grasset. Puis j'ai dit, je vais faire les garderies. Puis toi, c'est là que lui, il s'est pitché dans le football à temps plein à 100 000 à l'heure. Puis là, c'est moi qui ai hérité des garderies, mais je suis genre, tu sais, je suis un lève-tôt, donc à 5h, 5h30 le matin, je suis parti. Puis je vais à la garderie, puis là, à 10h30, 11h, j'arrive à Grasset, puis là, je finis ma journée là. J'ai une conjointe qui me supporte énormément, c'est elle qui fait le Uber pour mes garçons, là, ou c'est elle qui courait les arénas, puis qui allait aux pratiques de hockey. Donc, puis moi, à partir du mois de novembre, je commençais à avoir du hockey et tout le reste, mais avant ça, les camps d'entraînement de mes garçons au hockey ou les games avant, j'avais aucune idée ou presque, j'avais presque pas de temps. Là. Comment, on se posait ça aussi, comment tu t'approches dans le premier temps et que tu coaches des joueurs vedettes? Tu as parlé de bons joueurs qui sont allés à Grasset, il y en a eu d'autres par après, tu as parlé de Sénécal. Il y a eu Mittal. Comment qu'on gère une équipe quand il y a beaucoup de talent comme ça? Il y a des bons joueurs puis qui se ramassent tous dans la même équipe puis que des fois, ils ont peut-être peur de venir parce qu'il y a d'autres bons joueurs. Puis
Écoute, c'est sûr qu'il y a des... Premièrement, je pense qu'il n'y a pas un joueur que tu peux approcher de la même façon. Okay. Je vais donner l'exemple de Kevin Mittal, là, on est quand même très proche encore aujourd'hui. Là. Kevin, c'est le genre de gars que... Kevin, au début, là, c'était plus un gars qui sortait du junior. Moins discipliné, toujours en retard aux pratiques. Faut que c'était pas le typique gars qui arrivait à Grasset ou... Puis t'as des coachs, eux autres, non, on peut pas... Laissez-les faire, je vais m'en occuper. C'est juste moi qui vais dealer avec Kevin. Puis je l'ai apprivoisé pour qu'à la fin, il était dans mon bureau et on étudiait ensemble. C'est comme... donc, chaque personne est complètement différente. Puis Kevin, après une année de cégep, là, il était plus sûr s'il voulait continuer l'école. Là. Donc, non, je suis pas sûr que c'est pour moi l'école. Je vais aller à l'école de pompier. C'est quand tu me niaises, là. J'ai un potentiel énorme pour jouer aux États-Unis, pour avoir une carrière professionnelle. C'est pas dur l'école, là. Il faut juste que tu commences à y aller à tes cours, puis inquiète-toi pas, on va le faire ensemble, puis on va réussir. Puis, donc, même Kevin, son développement au complet, puis encore aujourd'hui, tu sais. Donc, on se parle encore, on s'est parlé hier, on était à Syracuse, on se parle toutes les semaines. C'est comme chaque joueur est vraiment différent. Là. Joe, Kevin, c'est deux mondes complètement différents. Là. Mm-hmm. Joe Sénécal, c'est le meilleur carrière que j'ai jamais vu de ma vie dans les 25 dernières années. Puis il y a des gars de carrière de Division 3 qui avaient une tête plus grosse que Joe Sénécal. Ouais, OK. Tu sais, Joe Sénécal, quand tu le recrutes pour venir à Grasset, puis t'as un carrière qui vient t'emmener au Bol d'Or la saison avant, c'était comme ses parents, c'est parfait pour toi, Joe, tu vas passer une année sur le banc, tu vas prendre la position. Puis dans ma tête, à moi, je savais que c'est un être exceptionnel et qu'il s'en venait, qu'il y avait des bonnes chances de compétitionner tout de suite en partant. Puis 24 heures après, cette décision était prise, OK, je m'en viens à Grasset ou quoi que ce soit. Pensant là, tu as d'autres joueurs qu'en 6 mois, ils n'ont pas encore pris une décision. Mm-hmm. C'est comme, tu sais plus quoi leur dire à ce moment-là. Ouais. Puis je pense pas qu'ils veulent me parler de leur blonde ou de leur chum ou quoi que ce soit. Donc, tes appels, tes textes, mais tu sais plus quoi leur demander. Mm-hmm. Donc, chaque approche est vraiment humaine et très différente. Dans le fond, c'est comme n'importe quelle famille qui va avoir 3, 4, 5 enfants. Il n'y en a pas un que tu peux prendre pareil. Là. Mm. Donc, c'est ça. Il faut vraiment que tu fasses sentir que tu es là pour eux, tu es là pour les écouter, puis que tu es de leur côté, puis n'importe quoi, peu importe la chose, c'est comme gênez-vous pas, appelez-moi, je suis pas juste là pour le foot. Puis ça va être comme ça maintenant, puis ça va être comme ça après, tu sais. Donc, Kevin, Joe, quoi que ce soit, il était parti à Syracuse, il était parti à Conaga, je leur parlais quand même à toutes les semaines. Là. Donc, ça continuait, puis je pense que ça va continuer, peu importe c'est qui les autres gars là après. Tu recrutes des joueurs, comme tu dis, tu recrutes souvent des bons joueurs, puis souvent, des fois, des bons joueurs, ils n'ont pas nécessairement une bonne personnalité, et vice-versa aussi. T'sais. Lorsque tu recrutes un joueur, qu'est-ce qui te fait back off? Je vais être honnête, le jeune que je pense que côté académique, il va avoir de la misère, je vais back off tout de suite. Mm-hmm. OK, j'ai déjà rencontré des jeunes. OK, mais je vous donne un Grasset. Puis là, la première question, OK, comment c'est tes notes? Sont corrects. OK, c'est quoi ta moyenne? Là, il va me sortir un chiffre. OK, combien de temps en français? À partir de là, je teste c'est quoi les chances qu'il va avoir du succès à Grasset. Mm-hmm. Puis, souvent, je vais leur dire clairement, écoute, oublie ça, là, tu ne seras pas accepté à Grasset. Si tu veux vraiment venir à Grasset, on va se prendre en main ensemble. Je veux que ton deuxième bulletin soit excellent et que tu montres que tu es capable. Puis souvent, les parents, c'est toujours la réponse. Oui, mais c'est parce qu'il est paresseux, c'est pas... Bon, OK, d'abord, vous me dites qu'il n'est pas paresseux, vous venez ici, son deuxième... Parce que c'est le premier bulletin, il sort vers novembre. C'est ça. Donc, souvent, le parent, c'est parce qu'il joue au foot, il est paresseux, ici et ça. Que là, il n'y a pas rien d'autre. Montre-nous d'ici au mois de février que tu es capable d'avoir une bonne moyenne puis que tu es capable de réussir. Puis là, à partir. Mais il y en a d'autres que, tu sais, ça va durer 10 minutes, puis je vais dire, écoute, on perd vraiment notre temps, là, tu ne viendras jamais ici. Puis j'ai beau vouloir t'aider, à moins d'un miracle, je ne vois même pas comment tu peux réussir. Donc, prends-toi en main et fais quelque chose de ta vie. Là. Donc, ça, c'est vraiment ce qui me fait back-off le plus, c'est vraiment le résultat scolaire. Et le gars, je pense vraiment qu'il se prend vraiment, qui rentre dans ton bureau, qu'il est là, mais qui ne veut pas être là. Tu rencontres un jeune, là, puis il a la casquette, ses yeux, là, puis c'est à peine s'il t'écoute, là, c'est comme... Ça ne marchera pas, là. C'est comme... Tu sais, en bout de ligne, des joueurs exceptionnels, il n'y en a pas tant que ça, mais des bons joueurs, il y en a beaucoup.
Donc, je pense que en ce moment, tu analyses, OK, qu'est-ce qui fait de plus dans mon équipe, qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce que je vais avoir plus facile à m'entendre. Puis, tu peux pas amener trop de talent non plus, il y a juste un ballon. Donc, il faut que tu gères. Puis moi, je suis vraiment le genre de coach, je suis quand même aussi un parent dans la vie de tous les jours. Puis ça m'a déjà coûté dans le passé où je recruterais pas un gars que je pense pas, ou je donnerais pas 2-3 heures de mon temps à un jeune si je pense pas qu'il y a une chance d'être partant. Okay, le jeune que je pense qu'il est bobo ou quoi que ce soit, je vais clairement dire, finis aux pratiques, je vais faire une visite, je vais lui expliquer, finis aux pratiques, prenez pas de décision. Puis l'exemple parfait, c'est qu'à la deuxième année, dans le fond, même à la première année de Joe Sénécal, dans la deuxième année de Joe Sénécal, les backups, c'était des receveurs ou des running backs. Parce que j'ai pas recruté d'autres carrières en disant je recrutais pas un gars ici pour qu'il vienne faire 2 ans sur le banc. Puis qu'il jouera jamais. Ouais, c'est ça. Là, rendu à la 3e année de Joe, c'est là qu'on a été chercher Xavier Tremblay ou qu'on a clairement expliqué à Xavier Tremblay. Tu vas être le backup de Jonathan Sénécal. Il y a des bonnes chances qu'à partir de la mi-temps, tu vas pouvoir embarquer parce que Jonathan Sénécal, il fait son travail. Tu vas faire ton développement. Et, tu sais, puis ça a été clair, net et précis. L'honnêteté, je pense, c'est qu'est-ce que je veux faire le plus. Parce que si t'es pas honnête avec quelqu'un, ensuite, tu peux pas le revoir dans la rue ou il te rappellera pas ou quoi que ce soit. Donc, ça a été vraiment ça. Puis, qu'est-ce qui est arrivé avec Xavier? C'est qu'on est arrivé au camp d'entraînement l'année passée. Rendu au mois de juillet, Xavier a besoin d'une petite opération dans le genou pour un ministre. Je dis, OK, gars, je disais, fallait tout de suite. Là. De toute façon, tu sais qu'au début de saison, on a Joe, on a quand même un autre. C'est pas grave si t'es pas habillé le match numéro 1. Puis Xavier n'était pas habillé le match numéro 1. Puis là, match numéro 1, on perd Joe. Bang. Celui-là, c'est comme, OK, là, dépêche-toi, là, parce qu'on a besoin de toi sur le terrain. C'est ça. Exact. Puis le match numéro 2 avec 2 pratiques, il a été partant. Là. C'est comme ça. qu'on a même gagné, là, mais... donc, c'est vraiment... Pour moi, je suis pas là pour emmener... Tu sais, comme je dis toujours souvent, je suis pas là pour emmener 100 joueurs. Je suis pas là pour emmener... tu sais, si j'ai 10 au line, j'en veux pas d'autres. OK. Si je me dis, ça nous prend 10 receveurs, 5, 6, 7, 8, on est rendu là, OK, ça m'en prend 2, puis après, c'est fini. Tu sais, quand je pars mon recrutement, là, c'est vraiment comme ça, je le pars. Comme cette année, par exemple, on avait 2 carrières qui revenaient. On avait Xavier Tremblay. On a Théo Leblanc qui a gagné le bol d'or à Jean-Hude. OK, est-ce que ça nous en prend vraiment un? OK, il y a un kid qui m'a approché. C'est un kid de la Rive-Nord. J'ai clairement dit, écoute, les chances que tu joues dans tes 2 premières années sont vraiment pas bonnes. Tu sais, c'est comme, il y a 2 gars devant toi. Coach, moi, je m'en venais à Grasset. De toute façon, je m'en venais pour l'école. OK, parfait. Tant que tu sais ton rôle, puis on a été clair, ça, c'est correct. Il y a des gars qui veulent quand même étudier dans des cégeps privés ou des parents veulent. Tant que je suis clair, puis c'est ça, mais je leur dis clairement, si les autres, je vais leur dire, viens pas pour le football. Si tu viens pour l'école, c'est correct, mais viens pas pour le football. Donc, c'est vraiment comment je le vois. Puis, au contraire, justement, lorsque tu rencontres un kid, quelle qualité, des fois, que tu vois transparaître qui, justement, t'allume, mettons? C'est sûr que le jeune qui est bon à l'école, pour moi, ça m'allume énormément. Ma façon de voir les choses, c'est que le jeune qui a des bonnes notes à l'école, c'est les gars qui sont disciplinés. C'est les gars qui manquent jamais à l'entraînement, c'est les gars qui sont jamais en retard. Ils font tout. On va donner l'exemple de Laurent du Vernet Tardif. Là. Laurent, il y avait une coteur de 36. Laurent était dans l'association étudiante, il était dans toutes les heures. Il manquait jamais d'entraînement. Ou s'il manquait, coach, je vais le refaire ce soir à 8 heures. C'est sûr que les notes académiques sont la première chose parce que tu dis, ce gars-là rentre, puis tu sais que tu n'as pas besoin de faire de travail supplémentaire de suivi académique à toutes les semaines ou quoi que ce soit. Déjà, c'est une charge de moins. Puis en plus, c'est un bon joueur de football. Quand le gars te dit, je m'en vais en sciences nature, puis il y a de moins de 80 au secondaire, là, tu sais que ça va super bien aller. C'est ça. Donc déjà, à partir de là, ça va bien. Puis je pense que si tu as des étudiants plus faibles, tu peux pas en avoir trop. Tu peux pas te consacrer si tu en as trop. C'est ça, ça prend une attention 4 ou 5, puis tu vas passer du temps à les avoir dans ton bureau, à faire des travaux avec, ou de suivre tous leurs travaux. T'as soumis leur travail, d'aller voir leur professeur, de ça. Si tu en as trop, ça se fait pas. Je suis tout seul. Mais si j'en ai 4-5, c'est facile à gérer. Donc, je le vois vraiment comme ça, donc j'essaie de pas en avoir trop non plus. Puis, je creuse un peu, mais à part l'école, mettons, est-ce qu'il y a une autre qualité qui t'allume quand tu rencontres un... Un gars qui est prêt à se donner puis qui est prêt à mettre le temps puis le travail.
J'aime pas le jeune qui va rentrer là puis qui va dire OK, c'est combien qu'il y a de linebacker est-ce que je vais starter? OK. Puis la réalité, puis je le dis souvent aux jeunes, puis je trouve qu'ils posent des mauvaises questions, là. Puis je vais le dire, là. Ben oui, non, c'est bon. C'est combien vous avez de linebackers qui graduent? J'en ai 3. C'est vrai, l'année passée, j'avais 3 linebackers qui graduent. Mais mon 4, 5, 6 l'année passée, c'était des linebackers qui ont fait Team Québec qui n'ont pas sauté. Ouais, c'est ça. Tu sais, la question n'est pas la bonne. La question, c'est combien de linebackers qui revient, puis tu sais, c'est pas combien qui graduent. La question, combien qui graduent. Ça veut rien dire, là. C'est ça. Tu sais, c'est quoi la profondeur après eux autres, là? Exact. Tu sais, donc, mais nous autres, moi, c'est quand je le dis, je leur dis, OK, on a ça qui revient, ça, c'est qu'est-ce qu'il y a, puis ça, c'est combien d'années il leur reste, puis ça, c'est tes chances d'embarquer à ces positions-là. Ah, ça fait bien du sens. Ce que tu as expliqué pour le carrière avec, dans un cas comme Jonathan, c'est 100% et même plus honnête. Tu n'amènes pas quelqu'un là, mais est-ce que après ça, tu l'as regretté, mais quelqu'un d'autre aurait pu se dire je vais amener un carrière un an plus jeune que lui, qui va être en arrière de lui pendant 2 ans, mais qui va apprendre de lui, puis dans ton cas, Jonathan qui s'est blessé au premier match, ben t'aurais eu un carrière. Quelqu'un d'autre pourrait se dire ça. En ce moment, c'est sûr qu'il y a au moins une personne qui pourrait écouter ça, qui se dit hey, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. C'est parce que je suis dans une situation différente de tout le monde d'autre. Ça coûte 5 000 par année de l'agresser. Ouais, c'est vrai. So, je me dis, le parent va payer 10 000 pour passer 2 ans sur le banc ou espérer que Jonathan Sénécal se blesse pour ensuite avoir une chance de jouer sa 3e année. Mais quelqu'un pourrait se dire je vais apprendre de lui. Il y a un côté de moi que c'est pas père de famille, que je voudrais pas qu'on le fasse à mon gars. Donc, je me dis, si je veux pas qu'on le fasse à mon gars, je le ferai pas au garçon d'un autre. Là. Puis, tu sais, je vais aller plus loin. Disons qu'il aurait appris de Jonathan Sénécal pendant 2 ans de temps. Puis là, on arrive à notre 3e année, puis j'emmène Xavier Tremblay, puis qui était quand même avec Team Québec, Team Canada. Puis Xavier Tremblay, il prend son poste. Passe en avant, ouais, tu peux pas y promettre. Là, on est rendu à 12 500, puis qu'il a joué au 4e quart d'année des ballons. Tu sais, donc, c'est une situation délicate. C'est une situation que tu te dis, OK, mais on devrait être correct. Là, j'espérais quand même qu'il y a un gars qui m'aurait sorti, puis qui m'aurait dit, comme ça vient de nous arriver cette année, moi, je m'en viens à Cassette de toute façon, puis je suis prêt à jouer le rôle. Tu sais, à 2e année de Jonathan, le gars qu'on a emmené, c'est un carrière des Wildcats qui était un receveur, qu'on lui a dit, écoute, viens, tu vas être notre 2e carrière, mais tu vas jouer receveur. Donc, il pratiquait receveur. Il se blesse comme receveur. Tu sais, là, OK, là, t'en formes un nouveau. On dirait que cette année-là, tout le monde conformait, se blessait parce qu'il jouait à une autre position. Tu sais, on a à ce moment Tristan Toussaint qui est rendu porteur de ballon au Vert-et-Or. Lui avait joué carrière à Saint-Jean-Vanier. Donc, à ce moment, ça a été lui. Il jouait running back, il s'est blessé. Donc, on dirait qu'à chaque semaine, Bruno Provencher, qui est rendu receveur à McGill, Jonathan se blesse contre CNDF au 4e quart. On était en prolongation, puis c'est Bruno Provencher qui joue carrière. Puis il lance une passe de toucher à Guillaume Ranger sur un roll-out. La semaine après, Jonathan est revenu. Là, mais c'est parce qu'il y a un côté de moi qui... C'est le fun de gagner tout le reste, mais ça, je prends le respect des jeunes. Puis je suis pas capable de dire mensonge. Non, mais c'est tout à ton honneur. Tu sais, pour de vrai, ça a fait bien du sens, mais c'est ça. Moi, je suis sûr qu'il y a du monde qui c'est la preuve, là, ça se fait ailleurs. Là, c'est parce que dans un cégep public, c'est une chose. Dans un cégep privé, c'est un autre. Tu sais, si on serait NCAA, ils ont 100 joueurs, puis ils ont toutes des bourses d'études, ça leur coûte rien. OK, c'est beau, là, ça se fait. Là. Mais nous autres, il faut que le parent s'investisse, puis c'est pas tout le monde qui paierait l'argent juste pour l'école. En le fond, présentement, en Division 1, je te dirais que 95% de nos joueurs, que si ce ne serait pas pour le football, ce ne serait peut-être pas agressé. Non, c'est ça. Y a-tu un changement de... tu sais, ça fait quand même un bout que tu es là, encore autour du recrutement, là, mais est-ce que tu as remarqué un changement de génération, des jeunes qui, à ton arrivée, peut-être même au Cougar, ils étaient de telle manière, ils répondaient plus de telle manière, ou ils étaient plus réceptifs de telle manière, puis maintenant, aujourd'hui, avec...
téléphone, réseaux sociaux, etc. Comment tu as vu, est-ce que tu as remarqué une évolution des générations, des jeunes qui sortent du secondaire? Pas vraiment. La seule chose que je dirais que j'ai remarqué, c'est que quand tu arrives en Division 1, le jeu de recrutement est beaucoup plus difficile. Parce que là, ces jeunes-là sont vraiment cotisés par 32 cégeps. Là. Ouais. Quand tu recrutes en Division 3, tu recrutes pas le même genre d'athlète. Donc, puis tu te dis comme coach, ces gars-là, j'ai pas de chance, donc je perdrai pas mon temps, je vais aller donner mon attention aux autres. Ces joueurs-là sont contents d'avoir de l'affection ou appelle-les ou du recrutement ou d'avoir des contacts. C'est plus facile que le gars en Division 1 qui s'est fait texter ou appeler par 22 cégeps. Donc, lui arrive là avec une... Il pense qu'il s'en va jouer dans la NFL. Là. Et le parent de football, à travers les années, est l'ancien parent de hockey. Ouais, c'est vrai. Le nouveau parent, là, c'est vraiment la génération de hockey où tout le monde aurait joué dans la Ligue nationale. Maintenant, tout le monde s'en va aux États-Unis et tout le monde va jouer dans la NFL. Là. Ouais. Donc, c'est la même parent que j'ai vu changer à travers les années. Là. Puis les Laurent Duvernay Tardif, oui, il y en a, là. Il y en a un peut-être qui sort il n'y en a pas tant que ça non plus. Là. Ouais. J'ai cru comprendre aussi que tu avais des enfants qui jouent au hockey. Oui. Là, tu me parles de parents de hockey, puis ça me fait penser, parce que ça, des fois, on s'en parle aussi. Là. Est-ce que tu trouves qu'il y a un avantage, peut-être, que les parents... je dis avantage. Mais la réalité est que souvent, les parents, ils comprennent moins le foot qu'ils comprennent le hockey. Avant, oui. Maintenant moins, parce que là, les jeunes maintenant, surtout en Division 1, c'est des jeunes qui ont joué depuis secondaire 1, secondaire 2, donc le parent est spécial. Là. Okay, mais peut-être là, le changement de génération. Le changement de génération, c'est le parent qui arrive dans ton bureau, puis que, tu sais, je suis dans le monde des garderies, là, puis dans la garderie, si tu te demandes de voir ton menu, ton plan, là, c'est rendu la même chose quand le parent arrive dans ton bureau, puis il arrive avec sa feuille, puis là, il te pose des questions, puis là, puis là, ils prennent des notes sur tout, là. Et on est rendu dans un monde au collégial, disons 1, parce qu'on se bat tous pour les mêmes joueurs, là, ou que c'est rendu combien de camps vous allez aux États-Unis, quel coach qui vous appelle des États-Unis, c'est qui? Ouais, c'est vraiment là. C'est à peine si tu vas pas leur montrer ton téléphone avec tous les coachs aux États-Unis que tu leur montres. Le SAT, comment ça marche? Est-ce que vous avez quelqu'un qui s'occupe de ça? C'est tout vraiment le baggage au complet. Terme. C'est vraiment à long terme. Là. Puis encore, quand je parle d'honnêteté, j'ai un parent, puis le jeune, il joue pour moi aujourd'hui pourtant, là. Peut-être qu'il va se reconnaître. Ou la mère, elle me dit, tu sais, moi, mon rêve, ce serait vraiment que mon garçon joue aux États-Unis, puis ça. Puis j'ai clairement dit, je dis, madame, je veux pas être méchant, là, mais je vais être honnête. Vous ouvrez la télévision NCAA les samedis après-midi, puis les receveurs blancs dans NCAA, il n'y en a pas beaucoup. Puis ceux du Canada, encore moins. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai dit, je veux pas vous casser votre rêve, je l'espère, on peut l'essayer, ça pourrait être une division 2 ou quoi que ce soit. Mais les chances que vous avez un scholarship en Division 1 pour un receveur blanc canadien sont pas énormes. Là. C'est comme il faut vraiment que ce soit une exception. Puis je vais aller plus loin. Depuis quand on était en Division 1, il y avait des coachs universitaires américains qui venaient ou quoi que ce soit. Puis des François Rochelot, des Bruno Lagacé, je pense que c'est des joueurs de football exceptionnels. Puis c'était à peine s'ils regardaient. Là. Pour vrai? Ouais. Puis Ben Labrosse qui a signé à Syracuse, j'étais un des premiers à appeler le coach de Syracuse. Je dis, honnêtement, vous m'avez vraiment surpris que vous avez pris le courage de signer un DB blanc du Canada. De Montréal. De Montréal. Exact. Wow. Il va arriver là-bas, il va être quand même... Vous l'avez sorti d'où, lui, là? Là, on pose cette question-là à des coachs collégiaux qu'on reçoit, là, avec qu'est-ce qui se passe en ce moment, là, tout le contexte. Admettons que les jeunes en secondaire 5, on touche du bois, là, ils n'ont pas de saison. Il y a plein de jeunes qui capotent un peu, il y a des parents qui capotent un peu. Comment vous allez approcher ces gars-là? Comment vous allez peut-être les mettre à l'aise pour qu'ils fassent le saut au cégep? Parce que ces gars-là, ils ne reprendront pas leur secondaire 5 là, s'il n'y a pas de saison. Là. Mais je pense que même s'il n'y a pas de saison, je pense qu'on va avoir le droit de pratiquer. Ça, je pense que, tu sais, un peu le intra-équipe, ça va rester toute l'année. J'espère que s'il n'y a pas de saison, que la RSEQ vous donne la permission au moins d'assister aux pratiques, parce que normalement, on n'a pas le droit.
C'est sûr aussi que je pense qu'on a toutes des relations avec les coachs secondaires. On va prendre vraiment la liste des opinions des coachs secondaires. Qui tu penses qui peut jouer en division 1? Il y a des blue chips qu'on connaît déjà. Il y a des gars qu'on connaît déjà dans travers nos listes. C'est sûr que le gars qui a peut-être pas fait le U16 ou qui n'a pas eu une grosse année cadet, mais là, qui se développe plus tard, au lieu de passer 3 heures avec en lui disant, c'est comme... viens... Parce que moi, je pense que quand je passe 3 heures avec quelqu'un puis je veux le convaincre de venir, c'est que je sais dans ma tête qu'il y a un potentiel d'être partant, c'est pas sa première, sa deuxième. Là, où il rentre comme 6e receveur ou 5e receveur. Et c'est ensuite que c'est sûr que ta première batch, ça va toujours être comme ça. Mais ça, tu as peut-être 15 gars, 20 gars par année qui sont vraiment dans cette catégorie-là, que là, tu vas aller voir, tu vas rencontrer plus qu'une fois tout le reste. Le reste, ça va vraiment être revenir aux pratiques d'hiver, de voir où que ça va. Puis moi, tu vois, encore à Grasset, je vois plus loin que ça. Il y a des gars souvent, tu sais, il y a des gars, tant que tu ne les vois pas vraiment en patte, il y a des positions qui sont dures à évaluer. Puis rendu au mois de mai, ça m'est arrivé souvent après notre camp de printemps où j'ai rencontré les jeunes avec son parent en disant les chances que tu as vraiment une bonne carrière en division 1 sont pas vraiment bonnes. Tu sais, si tu s'en viens ici vraiment juste pour le foot, je pense pas que c'est une bonne idée. Si tu veux, j'ai un paquet d'amis dans le football collégial, dis-moi quel cégep tu veux aller en division 2 ou en division 3, je vais les appeler puis je vais réussir une façon de te faire rentrer. J'aime mieux faire ça que de l'avoir comme profondeur dans mon équipe. Ouais, ça va du sens. Je t'en montrerai parce que... Non, c'est ça. On a reçu une question particulière. Ouais, on a reçu une question particulière. Un petit peu plus loufoque. Okay, ça a l'air que quelqu'un te connaît, là, puis il nous a demandé de te poser. Tu peux-tu la poser? Non, mais c'est pas... Mangez-vous encore la pizza à la demi? On mange ça encore la pizza à la demi? Ça a l'air que, ouais. Non? Le temps est révolu. Les coachs, non, parce qu'on retourne plus dans on retourne plus dans la chambre des coachs à Grasset. OK, c'est ça. Okay. L'histoire de la pizza à la demi, je vais vous la conter. À ma 2e année à Grasset, puis à ma première année, la première année de Danny Machocha avec nous autres. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, un de nos commanditaires, c'est les Délices Lafrenet. Puis dans le fond, il nous donne les gâteaux, il nous donne la pizza ou tout le reste. Puis, dans le fond, après chaque joueur, on donne la pizza aux joueurs pour qu'ils mangent ça. Puis, comme la pizza est dans le frigidaire pour les joueurs à la fin du match, quand tu es confortable à mi-temps ou quoi que ce soit, tu sors la pizza, puis là, tu commences à manger du gâteau, puis tu n'as pas besoin d'analyser puis changer toute la game plan, ça va super bien, tu mènes ou quoi que ce soit. Puis Danny, il coach avec nous autres, puis tout le reste. Puis là, il y a des demandes particulières. Tu sais, amène pas cette pizza-là, amène celle-là ou quoi que ce soit. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, ça va super bien. Puis là, il y a un match qu'on perd à mi-temps, mais tu sais, il y a des coachs que les autres, ils veulent manger de la pizza quand même. Là, Danny, il rentre dans le bureau, puis il voit manger, puis il pète une tabarouette de crise, il pitch la pizza par terre. C'est pas le temps de manger de la pizza. En tout cas, c'est à partir de là. Mais la semaine après, il m'a dit « Oublie pas d'emmener la pizza puis le gâteau. » Donc, ça a duré 10 minutes. Là. Donc là, on mange la pizza avant, on mange la pizza après, mais pas à demi parce qu'on ne retourne pas dans l'école pour la mi-temps. Mais juste donner un exemple que cette année-là, on était joué le bol d'or à Sherbrooke. Puis on s'est fait emmener de la pizza le dimanche matin par les parents, parce que nous, on a couché à Sherbrooke. Ouais. Puis j'avais quelqu'un qui était allé chercher la pizza pour l'emmener la mi-temps. Garder la tradition. Garder la tradition, parce que là, c'était rendu une superstition plus que d'autres choses. Malade. Comment est-ce que vous choisissez vos capitaines? Il y a longtemps de ça, on les choisissait nous-mêmes. Depuis maintenant 3 ans, puis dans le fond, c'est en cause un peu avec... je lis beaucoup de livres d'Urban Meyer, Nick Saban, ça. On a changé la façon de faire. Je fais voter mes joueurs. Je fais voter l'offense, je fais voter la defense. Puis je pense que c'est une super bonne idée. Parce que non seulement ça me permet de voir qui dans le fond, les gars aiment ou qui est respecté, mais des fois, tu as une vision comme coach que tu penses que ce gars-là, tu sais, c'est un gars de 3e année, il va... Puis il n'y a presque pas de vote. Puis là, tu dis, OK, d'abord, OK, c'est comme ça. Comme coach, tu as comme une tendance à vouloir le donner à tes vétérans puis à tes meilleurs joueurs.
Mais ça veut pas dire que ton vétéran ou ton meilleur joueur, c'est le gars qui est le plus leader pour les autres joueurs. Puis je pense que je fais ça depuis maintenant 3 ans, puis je ne changerai pas parce que... Puis comme je te dis, non seulement ça choisit un capitaine, mais ça me permet d'avoir la perception des joueurs envers d'autres joueurs. Là. Je pose la question pour poser la question, là, mais si, admettons, parce que des fois, souvent, les gars sont jeunes, ils prennent pas tout le temps les meilleures décisions. Mettons qu'ils élisent un gars qui... c'est comme un concours de popularité, mais il devrait pas vraiment être capitaine. Tu vois ce que je veux dire un peu? Est-ce que tu as un veto? Ouais. J'ai pas un veto, mais tu vois, à part avoir 3 garderies puis coacher le football, je suis directeur de scrutin pour l'Élection Canada. Puis ça dure, dans le fond, ça dure 2 mois à chaque 4 ans. Là, ça va peut-être dans 1 an aussi. Ça me permet de faire travailler beaucoup de mes joueurs là-dedans. Donc, je connais le processus électoral, donc je pourrais me tromper dans un compte. Puis c'est ça. Il n'y a pas de comptage juridique. Là, donc, il y a personne, dans le fond, c'est moi et les coachs qui le comptent. Là, donc, je pense que s'il se trompe, c'est sûr que si le gars, il y a de la vote de tout le monde, mais souvent, quand tu n'es pas sûr ou tu penses qu'il se trompe, c'est pas tout le monde qui se trompe. Là. Il y en a que c'est des votes de popularité. Mais c'est pas tout le monde qui trempe. Puis là, c'est proche entre le 3e et le 4e, puis c'en est 3, puis je pense que c'est le 4e, je le passerai. Mais honnêtement, ça m'est jamais arrivé encore. Non, c'est ça. C'est une bonne idée pour, ne serait-ce que pour avoir la perception de ton équipe. C'est un très, très... Ils sont laissés à eux-mêmes aussi, là. C'est quand ils votent secret ou ils votent... Ils votent secret. Ils votent secret, fait que je leur donne un papier. C'est vraiment bon. Il n'y a pas leur nom dessus, puis ils doivent mettre 3 noms. Ah, c'est cool. Une bonne idée. T'en avais-tu une? Vas-y. Moi, je voulais savoir, tu sais, vous êtes quand même une puissance dans cette ligue-là. Cette ligue-là, elle a beaucoup, beaucoup évolué. C'est une ligue que n'importe qui peut gagner n'importe quel match à toutes les semaines. Il y a des upsets à toutes les semaines. Comment qu'on reste une puissance dans une ligue aussi juste et équitable, si je peux dire? C'est tout simple que ça, c'est le recrutement. Si t'as pas les joueurs dans cette ligue-là, puis si t'as pas la relève qui vient après, il y a un certain moment où tu vas tomber. Donc, c'est tout simple que ça. Je regarde cette année où on a perdu Alexandre Dubois, Jérémy Racine, puis Nicky Fernancho qui a gagné MVP. Mais j'ai 3 linebackers que eux, l'année avant, avaient fait Team Québec. Donc oui, j'ai m'affaibli à position de linebacker, mais j'ai quand même 3 linebackers qui étaient prêts à jouer, qui ont quand même joué beaucoup l'année passée parce qu'ils étaient 4, 5, 6. Là, ils deviennent 1, 2, 3. Donc, il faut toujours que ton recrutement... Tu peux pas avoir une mauvaise année de recrutement, ça te fait mal. C'est ça. Fait que si, mettons, une année, t'as pas les résultats que tu veux, puis là, il y a des joueurs qui... finalement, je vais aller à une autre place... Ça te fait mal. Ça te fait mal dans ton pour plan. Un an ou 2. Ton plan vient d'en manger une. D'en manger une. Ouais. OK, je crois. Tu sais, nous, après Joe, si Xavier serait pas venu, on serait peut-être pas resté une puissance. On n'aurait pas eu l'année qu'on a eu l'année passée. Puis 2, on ne sait pas dans qui qu'on aurait eu cette année non plus. Là. Rapidement, ça dépend. C'est aussi quand tu finis, si c'est une bonne année de recrutement à cette position-là. Tu sais, comme nous autres, encore là, il y a... À ma 2e année, Division 1, on est allé chercher 4 O-line qui avaient joué Team Québec, dont 3 qui avaient fait Team Canada. Ouais, je m'en souviens, ça. Paul Landry, Pat Lavoie, Gatineau. En tout cas, on a une grosse année de recrutement cette année offensive. Mais je peux vous dire que les 2 années après, on n'a pas eu d'O-line du tout. Là. Parce que tout le monde savait que ces gars-là, ils seraient partants pendant 3 ans, donc t'en as pas. Donc l'année après, dans le fond, qui était l'année passée, où là, ça s'ouvrait les portes. Là. On est allé en chercher quand même, pas l'année passée, mais dans le fond, avant la saison 2019, on est allé en chercher 4 bons, puis dont 2 qui ont fait Team Canada dans tout ça. Là. Donc c'est vraiment ton cycle qu'il faut que tu saches à quelle position tu vises le plus. Là. Puis indirectement, quand tu as tes gars qui finissent, c'est là que c'est plus facile à recruter. Là. Encore là, comme je te dis, des fois, les jeunes posent la même question, c'est combien qu'il y a d'O-line qui gradue. Il y en a 4, ça fait combien en arrière. C'est pour ça qu'il faut que tu les remettes à la bonne place. Là. Donc, comment tu prépares une équipe à faire face à de l'adversité?
Je pense que ton adversité, elle a lieu dans la vie de tous les jours. Puis moi, mon approche avec eux autres, je leur dis toujours, un match de football, c'est le fun. C'est qu'est-ce que t'aimes faire. Donc, ça peut pas être stressant parce que c'est quelque chose que t'aimes faire. Pour moi, il n'y a rien de plus stressant qu'un examen de mathématiques. Là. Donc, ça, c'est le fun. Donc, il faut passer à travers. C'est plus les garder motivés ou... l'adversité, je pense que tout le monde est prêt pour un gros match. C'est plus le contraire où je trouve, où si on joue une équipe moins forte ou plus, qui n'est pas en haut de classement, c'est plus le contraire. C'est ces semaines-là que tu dois les garder motivés ou qui ne prennent pas à la légère une équipe pour que tu aies une surprise. Là. Dans ce cas, vas-y. Tu joues Lennox, tu joues Vanier, tu joues Vieux. À partir le lundi soir, tu fais des vidéos, il n'y a pas un mot dans la salle. Parce qu'ils savent la rivalité, ils savent qu'est-ce qui s'en vient ou quoi que ce soit. Oui, je te suis. Dans le temps, en Division 3, il y a des équipes qu'on a battues par 70 points. Là. Dans ce temps-là, il n'y a même pas de 35 points avec running time. Là. Ces semaines-là sont longues. Et puis même moi, dans des semaines de même, dans ce temps-là, on peut plus faire ça en Division 1, mais dans Division 3, on pouvait le faire. C'est comme on fait un deal jeudi soir, on va tout manger de la pâte à pizza, c'est l'école qui paye, mais vous me promettez que vous allez jouer une grosse game samedi. C'est un échange. Là. Non, c'est ça, exact. Puis là, les coachs me regardaient, mais t'es malade de faire ça. Je dis, checker les bains joués samedi. Ça, c'est l'expérience. C'est ça. Peux-tu nous présenter ton coaching staff? Mon coaching staff, offensivement, dans le fond, j'ai Gabriel Cousineau qui cette année remplace Marco comme coordinateur offensif. Je pense que tout le monde connaît Gab. Donc, il a joué au Carabin. Il a été coordinateur offensif au Carabin, il a fait des receveurs, donc il sort de Carabin. Mon coach des carrières, c'est Alex Sandopius. Alex Sandopius a été coordinateur offensif l'année qu'on a gagné le Bol d'Or. Il travaillait avec Marco. L'année passée, il a décidé de donner tout ça à Marco. Il a dit, Marco est dans l'école, il y a plus de temps. Moi, je veux faire juste les carrières. Il y a eu un deuxième enfant. Il dit, je suis prêt à continuer avec les carrières, mais j'ai pas le temps de mettre le temps du reste. Donc, Alex, il revient. C'est drôle à dire. Alex a joué avec Gab. Ensuite, Alex a coaché Gab. Puis là, maintenant, c'est Gab qui est en haut d'Alex. Donc, on joue à des cercles, nous autres. Donc, c'est ça. Comme coach des receveurs, j'ai Guillaume Paquet qui a joué dans le fond au Carabin avec Gab et tout ça. Comme coach des porteurs de ballon, avant, j'avais François Lantel. François, cette année, a décidé qu'il ne pouvait pas coacher. Donc, encore dans le lien des Carabins de Max Joubert, on est allé chercher Max Joubert qui avait joué au Mont-Saint-Louis, qui a joué à Grasset puis qui vient de finir sa carrière au Carabin. Sur la ligne offensive, tu sais, quand on parle souvent de quand tu vas à des camps, de regarder ou quoi que ce soit, je suis allé chercher Roger Delisle qui était au Triade avant. Encore là, mon coach O-line finissait. Je parle à Danny à tous les matins. On a l'appel de 6 h le matin, c'est moi puis Danny. Donc, en parlant avec Danny, qui tu penses comme coach O-line, qui tu vois, il dit, écoute, il y a un gars au Triade qui est vraiment bon, il connaît son affaire, tout ça, peut-être tu devrais l'approcher. Je l'ai approché, puis finalement, il a décidé de se joindre à nous. Encore là, notre gérant, même chose pour notre gérant d'équipement, Marco, gérant d'équipement. Écoute, mon gars, Team Québec est vraiment bon, peut-être tu devrais y parler. Je le rencontre, je le convainc, je promets de la pizza à mi-temps. Puis il s'est joint à nous. Donc ça, c'est offensivement. Défensivement, sur la ligne défensive, j'ai Nassim qui vient de Jean-Eudes lui aussi, il a joué avec nous, il a joué à McGill. Donc lui est avec nous. Comme coach de secondaire, j'ai Marc-Antoine Rassico, qui lui a joué avec Casset, avec Laurent, qui a joué au Verréa et qui maintenant fait mes secondaires. Comme coach de demi-défensif, j'avais David Deschamps, qui est un ancien carabin, qui coach aussi nos batteurs. Et j'ai Ross Camilleri qui était avec moi au Cougar, qui a joué pour moi au Cougar dans les années 90. Donc, qui fait mes unités spéciales. C'est l'âme, dans le fond, de l'école, qui fait mes unités spéciales puis qui fait les DB avec David. Et mon coordinateur défensif, c'est Ralph Rizzo, qui a coaché avec Danny Macioccia en 95 en Italie, qui a toujours été avec moi,
qui me suit partout, puis qui dit toujours, moi, je vais arrêter quand toi, tu vas arrêter. Parce que puis comme il dit aux joueurs, je cherche pas de job, je veux pas d'autre job. Je suis avec Tony jusqu'à temps que Tony continue, puis après ça s'arrête là. Ouais. On a quand même une relation spéciale, moi puis Ralph, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps qu'on peut se donner de la merde, puis 2 minutes après, tout le monde pense qu'on se donne de la merde, là, mais les Italiens ont crié fort entre nous autres. Là. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment mon coaching staff. Assez diversifié dans l'âge aussi. C'est le fun. Oui, puis moi, dans le fond, quand je suis arrivé à Grasset, j'avais plusieurs gars que dans ce temps-là, je connaissais, que j'emmenais avec moi des Cougars. À travers les années, c'était des jeunes gars ou des anciens joueurs, ils ont eu des enfants, ils ont arrêté de coacher ou quoi que ce soit. Puis après ça, j'ai essayé d'aller chercher des gars qui avaient passé ou qui avaient joué à Grasset ou qui connaissent notre monde. Puis j'aime, dans la nouvelle génération de coachs, j'aime plus aller chercher des jeunes coach, aller chercher un peu des coachs plus âgés. J'aime pas qu'on crie aux joueurs. Moi, la manière que comme je le dis quand je vous parle maintenant, c'est comme ça que je vais vous parler sur le terrain. C'est sûr, des fois, ça va aller loin, mais on n'est pas un coaching staff très qui va crier après les joueurs ou qui c'est pas notre façon de voir les choses. Là. On arrive à la dernière portion de l'entrevue, le dernier quart. C'est très simple. De l'entrevue-discussion. C'est ça, je sais pas pourquoi je me pense pour un journaliste. En tout cas. C'est très simple. On a un bocal avec plusieurs questions. Puis j'ai une question, la lis à voix haute, il répond. Pendant que tu réponds, on parle le clock. Si tu prends le temps d'y répondre avant de mettre, mettons, le ballon en jeu, on parle pas le clock. Puis c'est pas mal ça, je pense. C'est pas mal ça. J'ai combien de temps pour répondre, là? C'est une période de 15 minutes. C'est le dernier quart. OK. Fait qu'on commence avec la première question. Quel a été le pire travail que vous avez jamais eu? J'étais concierge dans un centre d'achat au Hall d'Anjou. Et il y avait un jeu de balles là-dedans où que les enfants jouaient, là, des balles dans un genre jeu. De Chuck E. Cheese, là? Ouais, c'est ça. Puis j'étais pogné à nettoyer ça tous les soirs, puis tu pouvais tout trouver là-dedans. Non, c'est ça. Ah, OK, ouais. Ouais, non, ça, c'est... Puis quand tu as 16-17 ans, puis après, tu dois ramasser les poubelles, puis tout le reste, puis nettoyer les toilettes, c'était pas la meilleure déjà. Ah non, ça n'a pas dû durer longtemps, hein? Non. Bon, ça a duré une année et demie. C'est pas si pire. Ah, bon. Je passe à la prochaine? Ouais, on y va, on continue. Mais tu donnais pas ce job-là à tes gars au... Non, c'est ça. Non, je leur donne plus les jobs à Élections Canada maintenant que c'est des jobs de bureau. Si vous pouvez changer de place avec n'importe qui dans le monde, qui serait-ce et pourquoi? Joe Biden, parce que je voudrais battre Donald Trump. Excellent. C'est une excellente bataille à gagner, ça. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui serait reconnaissant. Quelle est la chose la plus difficile que tu as accomplie ou dont tu es le plus fier? Dans le fond, je suis fier de ce que j'ai réussi à bâtir à Grasset. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que je pensais pas que personne, je pensais pouvoir faire, de passer la saison 3. Je suis fier d'avoir été le seul coach à avoir gagné un bol d'or dans chaque division. Mais aussi, qu'est-ce que j'ai réussi au Cougar, faire qu'est-ce qu'on a fait en allant chercher des joueurs de tous les coins de la ville de Montréal. On va se le dire, il y a des gars qui s'aimaient pas, il y avait des gars spéciaux dans tout ça, puis qu'on a réuni à bâtir ça, puis à réussir à faire ça pendant 10 ans. Puis quand tu vois ces joueurs-là aujourd'hui, puis qu'il y en a beaucoup qu'on a réussi à convaincre de retourner à l'école, puis qui sont allés chercher leur bac, puis encore aujourd'hui, c'est coach, puis on se parle sur Facebook ou toi. Puis encore aujourd'hui, je coach là, si t'as besoin de ci, gêne-toi pas. Je pense mon réseau de joueurs, je pense que c'est ce que j'aime le plus. Prochaine question. Une règle que vous changeriez, ajouteriez ou enleveriez au football? Je vais répéter ce que Danny dit toujours, là, les batteurs. il y a 48 gars qui se battent pendant 60 minutes, puis dans la majorité des trucs, ça vient toujours à un botté à la fin d'un match. Donc, je pense que si j'aurais changé ça, je pense que c'est le football que... Je sais pas, je trouverais, moi, j'enlèverais les batteurs. Ouais. Ah ouais, carrément. Carrément. Ou les placements, dans le fond. Tu sais, même dans la NFL, là, tu vois, il y a des gars qui se tuent la game, puis sur le dernier jeu du match, c'est le sort de
les deux équipes vont se dépendre de comment le kicker va faire son kick. Il y en a qui seront pas contents. Non, il y en a qui m'aimeront trippent pas. Hein? Ça, là. Ouais, il y en a qui trippent sur justement la finesse de ce dernier jeu-là. Ouais. OK, ben c'est bon. Peut-être que je te dis ça cette année parce qu'on a perdu en prolongation sur un placement. Là, donc c'est ça. Peut-être c'est ça qui m'a marqué puis on n'a pas coaché depuis. La prochaine question. Ton meilleur livre de football? Urban Myers, Nick Saban, un des deux là. Ouais, pourquoi? Parce que les approches sont un peu pas mal différentes. Urban Myers, c'est vraiment... Je peux pas croire la rivalité qu'il peut avoir entre Ohio et Michigan. Là. OK. Il n'y a même pas le droit d'avoir de bleu dans l'édifice au complet d'Ohio. Là. OK, dans l'édifice. Dans l'édifice, il n'y a rien de bleu. Là. Non. OK. Puis Nick Saban, parce que je pense que dans le temps que j'ai fait Team Canada à New Orleans au 2001, il a été un des speakers au banquet avant le match. Puis de ce temps-là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai lu son livre, que je suis. Des fois, je le trouve un peu trop intense, mais je pense que c'est ça qui fait sa personnalité. Là. C'est ça. All right. Ça fait du sens. Prochaine question. J'ai aimé le livre de Jacques aussi, là, mais c'est différent. Ouais. En quoi crois-tu? Moi, indirectement, il y a une partie de moi, parce que dans le fond, si je reviens loin en arrière, j'ai perdu mes parents, j'avais 12 ans. J'ai perdu mon père et ma mère avaient 12 ans, ils sont décédés dans un feu à Las Vegas, à MGM. À travers ça, j'ai eu un oncle et une tante qui m'ont adopté, qui m'ont donné tout ce que j'avais besoin. Donc, j'ai quand même eu beaucoup de succès dans la vie après. J'ai toujours eu beaucoup d'amour autour de moi. Aujourd'hui, je suis à l'aise dans la vie de tous les jours, puis je pense que ma façon de redonner à ce que j'ai reçu, c'est à travers le football. Fait que tu crois au foot. Oui. Puis ses valeurs, puis... Ses valeurs, puis le bien que tu peux faire aux jeunes, puis que tu es plus que juste un coach de football. Puis qu'est-ce que j'aime du groupe d'âge de 17 à 19 ans, c'est que c'est sont dans une période de transition où c'est là qu'ils ont besoin le plus, dans le fond, de support. C'est là qu'il y a les plus gros conflits parents-jeunes. Là. Tu sais, à 17, 18, 19 ans, j'ai un jeune de 16 ans, 19 ans, là, ils sont rendus qu'ils savent tout, ils connaissent tout, puis le parent est moins important. Là. J'étais un super bon coach avant qu'il tourne à 16 ans puis 19 ans. Là, c'est peut-être plus pareil. Donc, c'est ça que je crois. Donc, il faut que tu saches les aborder puis les prendre de ton bord puis qu'ils seront capables de s'ouvrir à toi. Là. Ouais. On passe à la prochaine question. J'espère que vous n'en servez pas après. Je suis en train de déchirer. Ah non, c'est pas grave. Joueur le plus underrated. Ça, c'est quoi, NFL, CFL, dans mon équipe de football? Ouais. Ben, si t'en connais un CFL de NFL, mais... Laurent Duvernay-Tardif. Ouais. Jamais. Moi, Laurent Duvernay-Tardif, quand je l'ai rencontré après son bilan de sa dernière année, il ne savait pas s'il allait continuer à jouer au foot, s'il allait à McGill, tout ça. Puis j'ai clairement dit à Laurent, je dis, Laurent, moi, je serais toi. Je me concentrais sur mes études en médecine. Là. C'est ça qui va te faire vivre, c'est pas ton football. J'ai clairement dit ça. Là. J'ai dit, puis dans moi, puis toi, même dans CFL à 75 000, tu vas faire bien plus comme docteur. Ouais, exact. Wow. Parce qu'à ce moment, il avait été accepté à McGill. Exact. Il s'était trompé de date dans les universités francophones. Donc, il ne pouvait pas rentrer ni à Montréal ni à Laval. Donc, il s'est dit, OK, mais là, si je vais à McGill, je ne veux pas vraiment jouer au foot. Je vais peut-être attendre une année, puis après aller à Laval ou à Montréal. Ou à ce moment, il pensait même faire une 5e session. Okay. C'est dans ses plans de peut-être faire une 5e session avec un cours, puis réappliquer à Laval ou Montréal l'année après. Puis moi, j'ai clairement dit, non, Laurent, impossible. Là. Je t'ai accepté à McGill. Pourquoi tu viendrais faire une 5e session? Quand tu es accepté à McGill, c'est pas le football qui va te faire vivre, c'est la médecine. Donc, encore quand je le dis aux jeunes aujourd'hui, c'est pas le football qui va te faire vivre. Écoutez, je me trompe souvent à demander à Laurent. Exact. Où seriez-vous dans 5 ans? J'ai 52 ans aujourd'hui. C'est sûr que je sais pas si ça va être dans 5 ans.
Mais c'est sûr qu'un jour, j'aimerais aller coacher en Europe. Donc, prendre ma retraite en Europe, passer l'hiver en Europe pour coacher du football. Est-ce que je vais être encore à Grasset dans 5 ans? C'est une bonne question. Dans 5 ans, il y a des chances. C'est sûr que si je ne suis pas à Grasset, je ne serai pas collégial. Est-ce que je vais peut-être vouloir aller à Marco un jour avant ça, mais je ne suis pas rendu là du tout. Là. La porte est pas fermée. C'est ça. Pour l'instant, mais jusqu'à date, j'adore le groupe d'âge avec qui été, puis j'ai déjà eu des offres, puis j'ai jamais voulu y aller. On a un nouveau complexe sportif de 12 millions qui va être prêt dans un mois, là, qui est retardé à cause de la COVID. Nouveau bureau, nouvelle installation. Donc, je devrais pas être agressé dans 5 ans. Non, ça doit être confortable. C'est ça. Qu'est-ce qui est le plus significatif chez une personne? Son honnêteté. Je pense que c'est l'affaire la plus importante, puis que tant que tu es honnête avec les gens, ils peuvent pas t'en vouloir. On continue avec une des plus courtes, mais ouais, c'est bon. Ben, c'est bien correct, ça. Si tu jouais pas au football. Ou si tu coachais pas au football. Si je coachais pas au football, mes enfants vous diraient que je trouverais le temps long, que j'aurais pas d'excuses pour aller à des parties de famille. Parce que souvent, quand il y a des parties de famille, papa, il peut jamais, parce qu'il y a une pratique de football, il y a un meeting de football. Le hasard fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses. Puis chaque fois que je parle de retraite, il me dit « T'es malade, tu vas t'ennuyer à mourir. » Si je coachais pas au football, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Honnêtement, là, je suis pas le genre de gars qui écoute la télévision à part les sports. Je pense que je donnerais du bénévolat dans les itinérants. C'est quelque chose qui me touche. Je pense que ce serait où j'irais le plus. Puis tu vois, même à Grasset, 2-3 fois par année, on va servir des repas aux itinérants, tout ça. Quelque chose que j'aurais à cœur. Je pense que j'irais vers ça. Très noble. Ouais. On poursuit. Quel genre d'élève étiez-vous et quelle était votre matière préférée? J'étais un élève qui se contentait d'arriver au strict minimum pour arriver à mes fins. Si j'avais besoin de... Je vais vous donner l'exemple parfait. Si j'avais besoin de 75 dans une note, puis dans un cours cégep avant mon examen, tu sais, je calculais, OK, ça prend tel... Dans ce temps-là, c'est des codes Z. Ça prend ça pour entrer à l'université. J'ai 68 dans ce cours-là jusqu'à date. Donc, dans l'examen, ça me prend tel pourcentage de notes. J'ai mis bien du temps. Et vice-versa. J'arrivais à un examen final où j'avais 90 dans le cours. OK, donc ce cours-là, j'ai pas besoin d'étudier trop fort. Je vais finir à 70, 75, puis ça va être assez pour rentrer à l'université. Fait que tu étais bon en maths. Non, je rentrais en... tu faisais tous les calculs. J'étais très bon en calcul. Je suis très bon en comptabilité. Calcul mental, j'étais exceptionnel. Mais j'étais poche en algèbre. Tout ce qui est chiffres et lettres ensemble... La seule lettre que je comprenais à côté d'un chiffre, c'est un signe du dollar. Ouais, exact. OK, le reste, là, non. Ouais. Puis c'est pour ça, des fois, quand je vois les gars faire leur cours d'algèbre, pourtant, j'ai fait mon bac en comptabilité et en administration. Puis des fois, je me demande pourquoi ils doivent passer à travers toute cette misère-là quand ils n'auront plus de besoin à l'université. Ah non, c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai fait une dérivée, moi. Je sais même pas c'est quoi. Non, c'est pas vrai. Le meilleur joueur contre qui tu as joué? Mon Dieu, ça fait longtemps, ça. Ou plutôt le meilleur coach contre qui tu as coaché. Ouais, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi le meilleur joueur contre qui ton équipe a joué puis que fallait que tu scoutes. Ouais, effectivement. Coach, je vous dirais que Jeff Jonca, c'est un gars que j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour, que tu sais jamais comment il va sortir puis qu'est-ce qu'il a accompli l'année passée. Ouais, ça, c'est fou. Ouais. Qu'est-ce qu'il a réussi à accomplir l'année passée? Moi, quand on a fini 2e l'année passée, puis qu'on s'est retrouvé à jouer l'année... Écoutez, le vendredi soir, ils ont joué contre CNDF, là, puis s'ils gagnaient, ils finissaient 4e, je pense, puis s'ils perdaient... Disons que j'étais le plus gros fan de Lennoxville ce soir-là, là, parce que je voulais vraiment pas les jouer, parce que je savais que c'était pas juste que finir 2e puis jouer contre Lennoxville. Puis j'aurais choisi, je pense, n'importe quelle 6 équipes à part eux autres cette journée-là. Puis ils nous ont battus en prolongation. Mais je savais que c'était le pire match-up pour nous autres parce qu'il y avait vraiment... Ils ont eu un mauvais début de saison puis ils ont réussi à driller puis à tourner son équipe vraiment à sa façon de jouer.
puis la façon de faire les choses. Puis même la semaine après, quand Xen allait jouer au Montréal, j'avais engagé, je savais qu'ils auraient battu parce qu'il y avait vraiment des joueurs dans sa main. Là. Donc, on continue pour une autre petite question. Et on va être à la fin. Là. Quel était ton athlète idole quand tu étais le plus jeune? Guy Lafleur. Guy Lafleur. Guy Lafleur. Oui. Ouais, j'ai commencé à jouer au football tard, donc c'était Guy Lafleur. Puis j'étais au match du Canadien quand il perdait 4-3, puis Don Cherry a pogné une punition de match. J'étais un grand fan du Canadien. Puis quand il a compté le but pour aller en prolongation, puis on a gagné avec le but de Mario Tremblay, donc c'est Guy Lafleur. Yvon Lambert, excusez, pas Mario Tremblay. Ça va être pas la dernière. Ça. Parfait. As-tu un projet de quarantaine? Je suis rendu à 52, donc... Projet de quarantaine de la pandémie plutôt. Ah, de la pandémie? Oh, ouais. Projet de confinement. Confinement, OK. Dans le fond, ça a été des vidéos, ça a été d'aller chercher des nouvelles affaires de football, des nouvelles informations. J'ai quand même un réseau, dans le fond, contact privilégié, donc c'est facile à appeler des gens ou quoi que ce soit. Je vais vous donner un exemple. Là. Moi, Marco et Danny, on était à peu près à 300 mètres à pied un de l'autre. OK, ouais. Donc, les trois. Ouais. Donc, souvent, le soir, je prenais des marches avec Danny à tous les soirs. Ou l'après-midi, c'était avec Marco. Moi, Marco, on habite un en face de l'autre. Donc, on se parle, on se voit tous les jours. Dans le fond, il n'y a pas le choix s'il veut un chèque de dividende par mois. Donc, on se parle pas mal souvent. Puis le soir, c'était des marches chantées avec Danny. Puis c'était des échanges de football. Donc... souvent, j'avais ma conjointe, on va te prendre une marche. Ben, OK, on va y aller de bonne heure parce qu'à 7h30, je m'en vais en prendre une autre avec Danny. Donc, c'est vraiment ça que j'ai fait, écouter des vidéos. J'ai quand même 3 garderies qui sont restées ouvertes. Donc, on était en service essentiel dans les 3. Ouais. Donc, du matin jusqu'à demi-journée, ça m'a gardé occupé quand même. Puis le reste, dans le fond, la partie que j'ai perdue dans la quarantaine, c'est la partie Grasset. Là. Ben, le reste, ça n'a pas changé beaucoup côté travail. Là. Pour conclure, je vais demander de compléter ma phrase en regardant dans la caméra. Je m'appelle Tony Iadeluca et je suis... une bonne personne. Tony Iadeluca, entraîneur-chef des Phoenix du Collège André Grasset en Division 1. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. Je te connaissais pas beaucoup, on s'est croisés souvent, mais j'apprécie à connaître le personnage maintenant. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Merci tout le monde. Bon, là, tu t'es rendu jusque-là. Si tu t'es rendu jusque-là, clairement, t'as aimé ce que t'as écouté. Clairement, t'aimes ce que t'écoutes. Pour nous encourager, s'il te plaît, si tu peux subscribe à notre channel YouTube, simplement subscribe. Hit le bouton rouge. Ça peut vraiment beaucoup nous aider. Si tu peux laisser un rating sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, si tu nous écoutes en audio présentement, tu es capable de nous laisser un rating. Ce serait grandement apprécié. On est rendu avec un Patreon aussi. Il y a des nouvelles choses qui s'en viennent, les amis. Au fur et à mesure que le podcast avance, on a des nouveaux projets. On va avoir des nouvelles capsules à vous annoncer. Tout est dans la description ci-dessous. À la prochaine, les amis.